Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Frontières. Bonjour Éric Tegner. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Dans un instant, Raphaël Arnaud, le retour. Il a parlé aux médias face caméra Blast, médias d'extrême gauche financés par vos impôts et le CNC notamment. Et donc on va évidemment revenir sur son potentiel retour puisqu'hier, Mathilde Panot a dit qu'il reviendrait à l'Assemblée nationale et quelques heures plus tard, il s'exprime pour la première fois depuis le meurtre de Quentin. Et on sera également avec le maire de Villeneuve-le-Roi. Sa mairie a été incendiée pendant les émeutes et l'auteur des faits a été relaxé en appel. Nous sommes en France, rien n'a changé. Margot Siffer pour le journal. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Cette déclaration hier du secrétaire d'État américain, les États-Unis devront réexaminer leurs relations avec l'OTAN une fois la guerre contre l'Iran terminée. Marco Rubio ajoute que c'est à Donald Trump qu'il revient de trancher cette question. Et Donald Trump qui prendra ce soir la parole, il a d'ores et déjà déclaré que les États-Unis quitteront très bientôt l'Iran. Conséquence, les marchés ont envie de croire à ses propos. Les bourses repartent à la hausse, plus 2,26%, notamment à Paris pour le CAC 40. Et puis qui dit 1er avril dit aussi plusieurs changements, à commencer par le retour du chèque énergie pour permettre aux ménages les plus modestes d'alléger leurs factures. Le forfait hospitalier est également relevé à 32 €, c'est 8 € de plus qu'auparavant. Enfin, l'aide accordée par France Travail aux demandeurs d'emploi pour financer leur permis de conduire est supprimée. Margot, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau tour de l'actualité. Pour nous accompagner ce matin, Ludovic Toro, maire de Coubron, UDI, bonjour à vous. Bonjour Gauthier. Jules Torres, comme tous les matins, et Hélène Rouet de la rédaction du JDD, bonjour à tous les deux. Bonjour. Mathieu Vallet, député européen et porte-parole du Rassemblement national, conseiller municipal de Lille désormais également. Ouais. Et Jules Laurent de la rédaction de 100% Frontières. On va parler, bonjour à vous, on va parler du retour de Raphaël Arnaud, Éric Tegner. On était en direct dans 100% Frontières hier, quand Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale, nous avait dit ça. Je vous confirme qu'il reviendra. Vous le saurez en termes de date en temps voulu. Vous le saurez en termes de date en temps voulu. Eh bien, quelques heures plus tard, le retour de Raphaël Arnaud ne s'est pas fait attendre puisqu'il s'exprime ce matin dans le média Blast, financé notamment par le CNC, alors que le CNC est censé financer le cinéma. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est même une bonne chose pour le cinéma français. Il a un peu fait du cinéma ce matin dans son interview. Et bien là, on se retrouve à financer des médias d'extrême gauche. Mais c'est un sujet dans le sujet. Et donc, on va voir évidemment le retour de Raphaël Arnaud, vous le voyez, dans le média Blast, sur un fond rouge. Et donc, il fait son retour avec un média ami, un média antifa, un média d'extrême gauche. Et je crois qu'on a plusieurs citations de Raphaël Arnaud, où évidemment il dit que la violence est à l'extrême droite, alors que Quentin Dorenc a été tué par l'extrême gauche. Il y a de la violence, de l'extrême droite dans le pays. Et là où on en a compris qu'il y avait on avait compris qu'il y avait un tournant, c'est l'assassinat de Martin Aramburu, qui est un rugbyman qui a été tué dans les rues de Paris. Et donc c'est une manière évidemment de dévier l'attention sur le meurtre de Quentin qui est le sujet. La violence politique n'est pas un problème dans ce pays pour toute une caste politique et médiatique. Il s'en fiche. C'est extraordinaire que Raphaël Arnaud vienne nous donner des leçons de violence politique quand il y a certains de ses collaborateurs ou ex-collaborateurs qui dorment actuellement en prison pour le meurtre de Quentin. Double collaborateur de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale et au sein de la Jeune Garde. Mais ça y est, le retour de Raphaël Arnaud débute ce matin, Éric Tegner. Tout à fait, Gauthier. Malheureusement, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce que Raphaël Arnaud est très précisément à l'Assemblée nationale chez la France Insoumise pour cette raison-là. Il est là pour légitimer les violences et légitimer de fait que la France Insoumise travaille avec tous les groupuscules d'extrême gauche qui constituent sa base militante. Il ne pouvait pas rejeter cette base militante. Donc la grande opération de propagande visant à réhabiliter Raphaël Arnaud, elle débute. Elle débute aujourd'hui avec cet entretien, en effet, financé par une large partie des impôts de nos téléspectateurs. Il essaye de faire ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Je tiens à souligner que le rugbyman dont il parle, qui a été atrocieusement assassiné en 2022, en effet, par des militants d'ultra-droite, ne l'a pas été pour des raisons politiques, mais l'a été pour des raisons personnelles et familiales. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le meurtre de Quentin, qui lui a été tué et assassiné pour des raisons politiques. Et donc Raphaël Arnaud, c'est le début. Il va rentrer à l'Assemblée nationale. On peut s'attendre même à ce qu'il soit applaudi. On peut s'attendre à ce qu'il soit à nouveau
nouveau reçu à la fête de l'UMA l'été prochain. Et malheureusement, derrière, c'est quoi? C'est la légitimation de la violence et d'autres actes violents qui peuvent arriver à cause de ça. Comment vous réagissez, Mathieu Vallet, au retour de Raphaël Arnaud? D'abord, retour médiatique, retour politique, nous a dit Mathilde Panot dans les prochains jours. Et il nous donne des leçons. La violence politique n'est pas un problème dans ce pays pour toute une caste politique et médiatique. Il s'en fiche. Osez donner des leçons sur la violence politique après le meurtre de Quentin. D'abord, vous l'avez dit, moi j'étais officier de police judiciaire pendant plusieurs années en menant des enquêtes. Vous l'avez précisé, 3 de ses collaborateurs ou ex-collaborateurs sont impliqués dans le meurtre abject de Quentin. Et je rappelle que 2 sont mis en examen pour complicité ou pour homicide volontaire et dont un était fiché S. Donc moi, la question dont j'espère que l'enquête permettra d'apporter des éclaircissements, l'instruction, c'est est-ce que de l'argent public a servi à financer une ou des gens qui massacrent une ou des personnes dans la rue, puisqu'apparemment il y a d'autres faits à Lyon qui sont aussi à l'étude en termes sériels. Et donc oui, la grande question qui se pose, c'est que face à un entourage que Raphaël Arnaud a choisi à recruter, on lui a pas imposer ses assistants parlementaires. Moi, en tant que député européen, je choisis mes assistants parlementaires et je regarde avec qui je travaille évidemment au quotidien. C'est un vrai sujet. Maintenant, pendant 2 mois, il les a recrutés quand ils étaient à la jeune garde, donc il les connaissait par cœur. Il les a recrutés pour ça. Il est fiché S pour son appartenance à l'ultra-gauche violente. Ça a été, il me semble, informé par Frontières. Et donc, évidemment que moi, je dis simplement que pendant 2 mois, il s'est doré la pilule. On ne sait pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il revient comme un cheveu sur la soupe avec l'argent des contribuables. Et oui, quand il y a de l'argent public, il faut quand même préciser, pardon. Moi, quand j'étais policier, quand on interpellait plusieurs fois des mêmes individus, ils avaient souvent ce qu'on appelle des alias, c'est-à-dire des pseudonymes pour égarer les policiers dans leurs enquêtes. Il a quand même recruté des gens sous pseudonyme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on peut recruter des assistants parlementaires sous pseudonyme. Quel est l'intérêt? Même Braun-Pivet a mis fin à cette pratique. Il fallait là aussi attendre qu'il y ait un drame et cette affaire mise en lumière à Lyon pour comprendre qu'il y avait des gens qui ont recruté sous pseudonyme. Si on recrute sous pseudonyme, c'est qu'on a des choses à cacher. Donc c'est un vrai sujet. Donc effectivement que moi j'attends que l'instruction donne résultat et que je termine. Vous pouvez le dire aussi, pardon de le rajouter, mais Andy Carbrad qui a acheté de la drogue avec de l'argent public est toujours assiégé, d'ailleurs même à faire la sonde morale à la droite, à ce qu'il appelle l'extrême droite, notamment il l'a fait à Rennes, alors qu'il a quand même été condamné pour l'usage de drogue et il a été en flagrant délit pour ça. On est allé à l'Assemblée nationale avec Jordan Florentin et les équipes de 100% Frontières, poser la question aux députés, qu'est-ce qu'ils pensent du retour prochain de Raphaël Arnaud parmi eux? Qu'il y ait un LFI en plus, c'est jamais une bonne nouvelle au sein de l'hémicycle. Maintenant, je pense que le sujet qui se pose, c'est est-ce que la LFI va enfin prendre ses responsabilités par rapport à toutes les dérives qu'il y a en son sein. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui poser comme question. Et c'est à ça qu'aujourd'hui, Mathilde Panot, en tant que présidente du groupe LFI, doit pouvoir répondre. Maintenant, d'un point de vue de la morale, la question se pose de la France insoumise et de leur position par rapport à Raphaël Arnaud. Le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée, une bonne nouvelle ? Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut regarder la responsabilité des partis politiques comme celui de Gabriel Attal qui ont appelé à voter LFI aux dernières élections législatives. Raphaël Arnaud était élu dans une circonscription face au Rassemblement national suite à l'appel de Gabriel Attal et de nombreux membres du bloc central d'appeler à voter contre le Rassemblement national. Donc ils sont responsables du retour de Raphaël Arnaud sur ces bancs. Je pense que ce n'était pas normal qu'un triple fichier S puisse siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. La France insoumise assume ses actes. Ils assument de siéger avec des délinquants. Ils assument de siéger avec un fichier S. Je pense surtout que c'est aux électrices, aux électeurs de sa circonscription et un petit peu partout en France de la France insoumise de se rendre compte de la gravité de faire siéger un triple fichier S sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'une absence de à peine 2 mois pourra faire oublier ces liens qui sont évidents avec la jeune garde. Il devrait avoir honte, il devrait évidemment démissionner et c'est pas en disparaissant quelques semaines que ça fera oublier ces liens justement avec l'extrême gauche la plus violente. Vous avez entendu Prisca Thévenot, député Ensemble pour la République, Gabriel Catala, député La France Insoumise, Jordan Guiton du Rassemblement National et Tiffany Joncourt, députée également RN. Retour donc de Raphaël Arnaud, médiatique déjà, Jules Torres. Oui, bien sûr. Évidemment que la France Insoumise allait essayer d'en faire un héros en le faisant passer dans des médias, en effet des médias amis, qui ne lui posent pas un certain nombre de questions, parce qu'en réalité, le scandale Raphaël Arnaud, il n'a pas commencé avec la mort de Quentin Derenc, il a commencé bien avant. Quand on élit, quand on promeut en porte-parole de la France Insoumise et en député, quelqu'un qui a été condamné pour violence en réunion, pour avoir frappé des personnes, qui est impliqué dans un certain nombre de faits, et notamment de violences pour s'en être pris à des mineurs. On savait qu'il était violent dès son élection en 2024 à Avignon, donc que tous ces députés réagissent aujourd'hui.
on le savait, c'est pas anodin. Et le fait qu'aujourd'hui, on banalise complètement le retour sans honte de M. Arnault est un scandale. Il n'aura pas, par exemple, de sanctions de Mme Braun-Pivet de la présidence, alors qu'on sait que la France Insoumise concentre 70% des sanctions disciplinaires depuis la création de la Ve République. Donc il y a une sorte de banalisation, de blanc-seing finalement, parce que finalement, voilà, on lui a laissé 2 mois, il a fait 2 mois un petit peu à l'écart, il n'a rien dit, rien fait, et puis il revient comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas 3 de ses collaborateurs qui étaient impliqués là-dedans, parce que la mort de Quentin de Ranc est intervenue un jeudi. Un jeudi, normalement, et M. Mathieu Vallet pourra peut-être nous le confirmer, vous savez actuellement, par exemple, où sont vos collaborateurs parlementaires? Vous en avez en tant que parlementaire européen. Bon, il en avait 3. Il y en avait 3 qui étaient sur place. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? En l'occurrence, un député, il peut être à Paris et il peut être en circonscription. Lyon, c'est loin d'Avignon, c'est loin de Paris. Et je rappelle qu'à Avignon, en plus, il y a la liste du PS qui a fusionné avec celle de la France Insoumise, sur laquelle il y avait un collaborateur de Raphaël Arnault. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ils y retournent malgré tout ce qui s'est passé. Ludovic Toro, comment vous réagissez au retour médiatique qui est acté de Raphaël Arnault dans le média d'extrême gauche Blast, et donc à son retour politique qui est une question de jour, visiblement? Je vais réagir assez mal. Parce que n'oublions pas que c'est un député, celui qui va décider de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de la France. Vous savez, le problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on peut révoquer un maire qui a été élu. C'est-à-dire par un conseil des ministres, tu peux virer un maire. Pourquoi, à un moment, on ne pourrait pas faire la même chose pour les députés ? Pourquoi un maire qui est élu peut être révoqué par le président de la République et pas un député? Excusez-moi, ce gars-là, il a déjà été condamné pour violence en réunion. Les 3 qui travaillent avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont condamnés pratiquement pour homicide volontaire. Et il va encore. Ils ne sont pas condamnés, ils sont mis en examen. D'accord, disons qu'ils n'ont rien fait et qu'il va rien. De toute façon, ça finira par rien comme d'habitude, d'accord? Ma question se pose. Attendez, laissez-moi finir. Il y a un meurtre, ça finira pas par rien. J'espère, Gauthier. Mais l'exemplarité, elle ne vient pas de ceux qui sont le plus haut, c'est-à-dire à la fois les députés et les sénateurs. Excusez-moi de vous dire ça. Là, on est devant un député et il revient tranquille. Il s'est fait soi-disant oublier, mais il n'a rien oublié. Sauf qu'on est à 1 an des présidentielles et en effet, ils vont le remettre en scène. Et vous l'avez vu, on en parlera tout à l'heure sur ce qui a été peint sur un certain mur, c'est quand même la violence avec du sang. Et c'est signé de la violence avec du sang. On en parle maintenant. C'est une fresque avec un logo de la Jeune Garde. Ça se passe dans le 11e arrondissement de Paris. Et je crois j'aimerais qu'on voit la photo de cette fresque avant que je vous remonte le reportage de Jordan Florentin, qui fait un travail remarquable et qui nous permet de montrer un nombre de choses hallucinantes en France. Dieu est antifa. Et donc vous voyez un ange avec une fronde en train de massacrer Quentin de Ranc et de le tuer. Et ça, c'est dans les murs c'est sur les murs de la capitale, dans le 11e arrondissement, et c'est toujours là à l'heure où on se parle. Ça n'a pas été recouvert, pas de silence pour le fascisme, et c'est l'apologie du meurtre. L'apologie du meurtre, on montre Quentin de Ranc en train de se faire massacrer le crâne, comme ce qui s'est passé dans les rues de Lyon. Écoutez donc le reportage de Jordan Florentin sur place. Ça semble être une apologie d'un meurtre, le meurtre de Quentin, ce jeune homme de 23 ans qui a été tué à Lyon. Free Palestine, moi, ça me plaît pas du tout. On peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Donc en fait, elle vaut rien, l'affiche. Je suis d'accord que pour le Free Palestine, le reste, je suis pas du tout d'accord. C'est tout. Free Palestine, oui, à 100%, mais le reste, pas du tout. Ça vous choque? Non, ça me choque pas du tout. La mort d'un jeune homme qui est mise en valeur comme ça? C'est de l'art. Tout le monde peut s'exprimer. Ils sont complètement malades. C'est n'importe quoi. Non, mais je tolère pas ça. Je suis pas d'accord. Bah, ils ont tout à fait raison. Dieu est antifa. Voilà. Vous croyez en Dieu? Non, mais je crois au monde antifasciste. Puis notre députée d'arrondissement, c'est Madame Chikirou. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais moi, elle ne me plaît pas du tout. À un moment donné, il y avait un squat, vous voyez, en face, là, c'est muré. Au moment où il y avait ces squatteurs, c'était pas agréable du tout. Ils faisaient des vols à l'arraché au café là-bas. Tant qu'on est là, ça va. Si on va vers Belleville, c'est un peu moins rassurant. Donc, je ne sais pas ce qu'attend la mairie de Paris pour enlever cette affiche. Pour enlever cette affiche absolument ignoble, Dieu est antifa, où on voit donc un ange massacrer le crâne de Quentin de Ranc. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Il y a une dame qui nous dit c'est de l'art. Alors, vous avez raison. D'abord, première chose, pour mettre sur un mur, il faut l'autorisation des propriétaires, ce qu'il n'y a pas eu. Mais aussi, la mairie peut rapidement faire effacer, comme on fait régulièrement dans nos mairies, effacer. Mais il y a 3 messages. Ils rendent Dieu et la religion. Dieu est antifa. Là, c'est un message clair sur la religion. C'est-à-dire, si vous êtes religieux,
Vous êtes antifa. Quentin, le sang, alors c'est criant, c'est bien du rouge qui sort et des chats. Et il y a aussi NSFD. J'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire, NSFD. En fait, quand vous lisez en dessous, ça veut dire « Nos soirées font désordre ». Ça veut dire quoi, nos soirées font désordre? Bon, Hélène Rouet, comment vous réagissez à la fois au retour de Quentin Derenque assemblé dans les médias? D'ailleurs, sur le média Blast, il y a le député RN Mathieu Renaud qui s'est exprimé. Quoi de mieux qu'un média antifa subventionné par le CNC, votre argent, pour préparer et légitimer le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale? Monsieur Archenot, qui est son vrai nom, doit démissionner. Sur le retour de Raphaël Arnaud, pour l'instant, je n'ai eu le temps de regarder qu'une demi-heure de cet entretien Blast. Mais déjà, on peut comprendre exactement là où il veut aller, on peut comprendre le ton, on peut comprendre la forme. Raphaël Arnaud est très calme, il fait une inversion accusatoire complète, c'est-à-dire qu'il se place lui-même en victime de l'extrême droite. Il parle donc des menaces de mort qui apparemment ont contribué à ce fameux silence. Et ensuite, il dit, et là, il se place en héros de sa députée. Certains ont des menaces, d'autres ne peuvent plus en avoir parce qu'ils sont déjà morts. Bien sûr, oui, non, mais parce qu'il faut raison d'enfoncer une porte ouverte. Qui dort en prison aujourd'hui et qui est mort aujourd'hui? Sauf que Raphaël Arnaud n'a absolument pas peur de ça. Il fait donc de l'inversion accusatoire complète. Et alors, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc, il explique les raisons de son silence. Il parle des menaces de mort. Et là, donc, il se place en héros de sa circonscription en disant, vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages des écoles. Il y avait des fermetures de classes à cause de ce gouvernement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me dois de revenir à l'Assemblée nationale pour aider les personnes de ma circonscription. Il faut savoir, moi, j'avais eu l'opportunité de m'entretenir avec Catherine Jaouen, qui était son opposante Rassemblement national, qui avait dû déménager tellement elle était menacée par les amis de Raphaël Arnaud. Et elle expliquait, Raphaël Arnaud, on ne l'a jamais vu en circonscription. Il n'est jamais là. Donc en plus, il essaye de se faire passer aujourd'hui pour un héros pour les habitants de sa circonscription, pour empêcher ces fermetures de classe. C'est juste un scandale. C'est quand même incroyable, cette fresque qu'on revoit dans les rues de Paris, Éric Tegner, qu'elle soit toujours là, que la mairie ne l'ait pas encore enlevée. C'est de l'apologie du meurtre en pleine rue parisienne. C'est proprement scandaleux quand même. Oui, c'est un scandale. C'est étonnant parce qu'Emmanuel Grégoire essaye d'afficher une nouvelle image un peu depuis son élection, se présenter comme quelqu'un presque de modéré, de centriste, de central. Et finalement, en laissant cette apologie du meurtre prospérer dans la ville, clairement, ça a des impacts en fait. Les violences de l'extrême gauche contre ceux qui peuvent être qualifiés d'extrême droite, donc ce qui est à droite du PS, c'est absolument toutes les semaines de leur part. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Cette apologie, elle est totalement folle. Et quand on voit la même responsabilité du média Blast, qui est capable, à un moment, ils auraient pu le challenger quand même en soutenant Raphaël Arnaud et l'extrême gauche comme ils le font, ils pourraient quand même l'interroger. Il y a toute une série de questions qu'on a envie de poser avec Raphaël Arnaud. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que... Il a face à lui des militants antifa, donc c'est une réunion entre militants antifa. Bien entendu, mais normalement, même dans les rédactions les plus à gauche, il y a quand même un problème avec le meurtre quand même. Quand vous retrouvez quelqu'un dont les proches sont impliqués, en règle générale, c'est quand même un peu fini. Là, ils sont en train de passer un nouveau cap. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs que lorsqu'ils vont payer tout simplement un ticket, lorsqu'ils vont au cinéma, il y a une partie de cet argent qui va dans le CNC et donc dans ce type de médias qui réhabilite quand même ce qu'on ne devrait pas réhabiliter. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Le CNC est fait pour financer des films, la production de films, et pas des médias d'extrême gauche. Et surtout qu'on voit que toutes les chaînes YouTube qui sont financées, elles sont toutes d'extrême gauche. Il n'y a rien à droite. Voilà, y a rien. Ça c'est sûr. Juste un mot sur la fresque et sur la mairie de Paris. On a assez dit qu'il y avait 55 000 agents municipaux dans la municipalité de Paris. Est-ce que vous savez combien il y en a qui assurent la propreté ? Il y en a 6300. Donc c'est-à-dire que ça, on est au courant quand même qu'elle est là depuis un certain temps. Et la mairie de Paris n'a toujours rien fait alors qu'on a 6300 personnes qui travaillent justement pour effacer ce genre de fresque absolument ignoble. Alors, plusieurs témoignages à vous faire écouter. Un ancien de la Jeune Garde, vous savez, on avait commencé comme ça, 100% Frontières. C'est notre premier témoignage exclusif, donc je vous propose de le réécouter. Il a été très proche de Raphaël Arnaud et il parlait du mode opératoire de Raphaël Arnaud. Est-ce que, par exemple, tu as vu Raphaël Arnaud, d'autres, procéder à cet tabassage? Ouais, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà assisté. Ouais. Je me rappelle d'une soirée où où on était 3. Raphaël sur son scooter, moi et un autre collègue en voiture. On l'avait suivi. Et on a vérifié sur Facebook s'il likait un post ou une page Facebook. Et on l'a frappé. Moi, en vrai, j'étais même pas sûr qu'il soit vraiment un feuf. Parce que moi, j'ai pas regardé. C'est Raphaël qui a regardé. Il nous a regardé tous les deux. Et ensuite, on y allait. Donc Raphaël Arnaud, le député, il a mis des coups. J'ai mis le premier.
la personne est tombée et Raphaël l'a tapé au sol, lui a mis un coup de pied dans la tête. Voilà. Donc voilà pour le mode opératoire de Raphaël Arnaud. Oui, et un petit élément. Quand on a publié ce témoignage quand même qui est accablant pour Raphaël Arnaud, parce que c'est très rare d'avoir un ancien proche qui témoigne d'une agression qu'il a vue. On a eu un appel de qui ? D'un journaliste de Blast, justement. On en reparle parce qu'il dit oui, quand même, je m'interroge sur ce témoignage, etc. In fine, aucun article de leur part parce qu'évidemment, ce témoignage, il était béton. Mais en effet, ils ne l'ont pas relayé. Ça montre à quel point cette presse qui donne des leçons de morale en permanence ne fait pas son travail. Justement, sur les fake news, puisque la France Insoumise a fait une fake news la semaine dernière, se basant sur un reportage de nos confrères de BFM qui ne précisait pas vraiment, il y avait une ambiguïté sur ceux qui préméditaient l'attaque contre le groupe de Quentin. On pouvait croire que c'était l'ultra-droite, or c'était bien l'ultra-gauche, et donc ces fameux membres de la jeune garde ou ex-jeune garde qui étaient en train de se préparer, de mettre des gants coquets sur les images fournies par la police à nos confrères de BFM pour passer à l'acte et pour poursuivre ensuite les militants venus soutenir Némésis du côté de Lyon. Tout à fait, Gauthier, c'est une fake news en fait qui est colportée par la France Insoumise depuis une semaine. Et encore hier, Mathilde Panot continuait, après avoir annoncé que Raphaël Arnaud reviendrait à l'Assemblée nationale, elle propageait cette fake news qui est vraiment issue de la France Insoumise. Elle part de ce constat, c'est-à-dire d'un reportage de BFM qui décrit ce qui s'est passé en fait 1 heure avant l'agression de Quentin. Et il y avait des policiers du renseignement qui suivaient des membres de la jeune garde. Sauf que le reportage est un peu flou dans sa narration et on ne sait pas si ce sont les membres de Quentin ou les membres finalement de l'ultra-gauche. Dans le même temps, il y avait un article de BFM qui précisait que ce sont bien les membres de l'ultra-gauche de la jeune garde, groupe issu de Raphaël Arnaud, qui a été suivi. Il y a eu un correctif d'ailleurs qu'on voit à l'écran de la part de BFM qui a été fait, ou une précision en disant que ce sont bien les membres de l'ultra-gauche qui étaient suivis. Et depuis, la France Insoumise s'est justement engagée dans ce moment un peu flou et dessert une flopée de fake news. Alors il y a à la fois Antoine Léaumont qui en profite pour dire que la France Insoumise n'a pas été impliquée dans le meurtre de Quentin. On a Emma Fourreau qui tous les jours répète que finalement c'est bien les membres de Quentin qui avaient prévu d'attaquer. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça finalement depuis une semaine ? C'est parce que ce reportage de BFM, il est extrêmement accablant pour la France Insoumise pour 2 raisons. La première, c'est parce que si ces membres de la jeune garde qui sont suivis par le renseignement territorial sont suivis depuis 1 heure, mettent des gants coquets, mettent des cagoules, c'est qu'il y a une préméditation dans la violence. Et donc c'est assassinat. Et donc c'est l'assassinat. Et donc c'est perpétuité. Et la deuxième raison, c'est que si à l'intérieur, et c'est précisé par l'article de BFM, ce sont bien les membres de la jeune garde qui sont suivis, c'est donc le lien avec Raphaël Arnaud, il est tout fait. Et donc ce sont bien les membres de la jeune garde qui préméditaient un assassinat. Et donc c'est pour ça que depuis une semaine, vous avez tout un narratif de la France Insoumise qui s'engage dans ce moment un peu flou du reportage de BFM. Pourquoi ? Pour pouvoir faire revenir Raphaël Arnaud au cœur de l'Assemblée nationale. Incroyable, incroyable, l'inversion accusatoire et l'inversion de la vérité. Oui, l'inversion de la légitime défense. C'est ça en permanence. Ils légitiment à chaque fois leur violence parce qu'ils partent du principe qu'ils sont en acte de légitime défense. Ça me rappelle comment, quand Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, nous a insultés de rats crevés, comment à la fin, il a dit à cette même presse d'extrême gauche, il leur a dit, en revanche, vous pouvez utiliser les mains et vous pouvez les frapper en cas de légitime défense. C'est inquiétant quand on voit leur notion de légitime défense. Il fallait vous capturer, effectivement. Et personne n'en a parlé en dehors de nous. Je veux juste vous faire écouter. Vous savez que je vais réagir sur ce que disait Jules Laurence. Ils vont plus loin. Thomas Porte, Antoine Léaumont accusent la police d'avoir laissé faire et même d'avoir été mis au courant et d'avoir finalement permis que ce meurtre abject puisse être commis. Et puis comme ils sont nuls sur les sujets de police, ils expliquent que le renseignement territorial n'est pas intervenu. Mais ces 3200 agents en France qui font du traitement d'informations pour que ça devienne un renseignement de proximité, ils gèrent aussi par exemple le FSPRT pour le suivi des personnes radicalisées chaque semaine auprès du préfet. Ils font un travail considérable et à chaque événement, et Rima Hassan n'échappe pas à la règle, parce que je rappelle qu'il y avait une conférence organisée par cette députée européenne, il y a un dispositif du renseignement territorial qui est mis en place pour qu'ils puissent regarder qui vient, si tout se passe bien, et évidemment prendre des photos pour documenter leur service de renseignement, même parfois d'autres services comme la DGSI. Donc leur rôle, c'est pas de faire du maintien de l'ordre, de faire les CRS ou la sécurité publique. Le rôle, c'est de recueillir de l'information, de faire du renseignement, des notes, et qui plus après alimenter une enquête judiciaire. Je rappelle que c'est grâce à leurs photos que l'enquête et l'instruction permettent d'avancer très vite. Donc on a une France insoumise aujourd'hui qui, anti-flic, accuse la police, et en plus, comme elle est nulle sur les sujets de police, il n'y a pas besoin d'en faire démonstration, et ben effectivement, elle dit tout et n'importe quoi. Le mot, c'est très grave. C'est pas elle est nulle, elle est haineuse sur les sujets de police. Je dis anti-flic. Par rapport à sa stratégie, elle est excellente. Ils arrivent dans les mairies, ils désarment les policiers. Donc, le témoignage d'une des victimes de Raphaël Arnaud, puisque vous savez qu'il a été condamné définitivement pour violence volontaire, c'était Frontières qui l'avait révélé. Parce que la presse d'extrême gauche ne le faisait pas. Exactement, puisqu'il a renoncé à faire appel.
se doutant qu'il allait être condamné à nouveau en appel. Donc je vous propose d'écouter le témoignage d'une victime de Raphaël Arnaud. Je dis une victime parce que Alice Cordier, par exemple, il lui avait menacé de lui mettre une balle dans la tête, sans qu'il y ait aucune suite judiciaire à l'heure où on se parle, puisque c'est Alice Cordier, la patronne du collectif Némésis, on a le droit. Donc écoutez la victime de Raphaël Arnaud, là il y a eu une condamnation définitive. Du coup, j'essaie de m'en aller et là, je vois qu'il me retient et d'un coup, de nulle part, je vois qu'ils sont 5, donc lui et 5 autres personnes, donc en tout 6. Et sans pas avoir le temps de rien faire, je me retrouve plaqué contre le mur, quoi. Ils m'ont dit que j'étais en face, je comprenais pas ce que disaient, ils disaient du vocabulaire que je comprenais pas, ils me traitaient de face. Et ils ont commencé à me déshabiller, je comprenais pas trop pourquoi, puis ils m'ont dit que c'était pour voir si j'avais des tatouages. Et ouais, ils m'ont balancé par terre, ils m'ont jeté ils m'ont foutu un coup de pied au cul, carrément. Ce qu'on pouvait dire donc sur le retour de Raphaël Arnaud, retour médiatique ce matin et retour dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. On va se retrouver dans un instant. On va être à nouveau, vous savez, on va vous remontrer les images de Fresnes, puisque il y avait 9 gardes à vue hier, on est passé à 12 ce matin. Et on va faire sans doute un point avec le service police-justice de CNews. Et alors qu'on a à nouveau des mairies saccagé par des émeutiers. On va revenir sur ce qui s'est passé au moment de la mort de Naël, où la mairie de Villeneuve-le-Roi avait été incendiée pendant les émeutes. Décision de justice qui vient de tomber en appel. L'incendiaire, relaxé. Condamné en première instance, relaxé en appel. Voilà. Et donc on va recevoir le maire de Villeneuve-le-Roi dans un instant et on va vous montrer des séquences exclusives de cette nuit d'émeutes à Villeneuve-le-Roi au moment de la mort de Naël. A tout de suite. De retour dans 100% Frontières, dans un instant, on va être avec vous, monsieur le maire Didier Gonzalez, maire LR de Villeneuve-le-Roi. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et on va faire un point avec Tanguy Hamon, parce qu'au final, ces histoires sont liées. C'est-à-dire que c'est des mairies saccagées. Et que va faire la justice? Fresnes, c'était donc juste après les élections municipales. Des mineurs qui viennent tout saccager sur leur passage. On avait 9 gardes à vue hier, on est passé à 12. Et vous, c'était au moment des émeutes, de la mort de Naël. Votre mairie a été incendiée. Et en appel, l'auteur des faits a été relaxé, ce qui provoque évidemment votre colère. Vous allez nous montrer des images de votre mairie à l'époque. On va voir des séquences proprement hallucinantes. Mais pour l'heure, Margot Siffert pour le journal. Rebonjour Margot. Rebonjour Gauthier, bonjour à tous. Nouvelles attaques israéliennes cette nuit à la fois dans Beyrouth et le sud de la capitale libanaise. Tzahal dit avoir frappé un haut commandant du Hezbollah et un terroriste de haut rang. Colère des avocats en grève dès aujourd'hui. Dans leur viseur, le projet de loi de Gérald Darmanin sur la justice criminelle. Il prévoit notamment une procédure de plaider coupable pour certains crimes avec des peines réduites. Les avocats appellent aussi à une journée justice morte le 13 avril, jour d'examen du texte au Sénat. Et puis, dernier jour pour confirmer ses vœux sur Parcoursup. Les lycéens et les étudiants en réorientation jusqu'à ce soir, 23h59, pour compléter leur dossier et valider chacun de leurs souhaits d'études ou de formation. Merci beaucoup. J'espère que Jules a fait ses souhaits pour pouvoir être inscrit à l'heure sur Parcoursup. Des blagues. Sur Parcoursup. Évidemment. Les images de Fresnes. On va revoir évidemment les images de Fresnes, de ce saccage donc de la mairie de Fresnes par des mineurs, proprement scandaleux. On se pose des questions. Est-ce qu'on a voulu intimider le nouveau maire alors qu'il a fait basculer la ville de la gauche à la droite? Et nous sommes désormais à 12 gardes à vue. Tanguy Hamon, c'est bien cela? Oui, c'est ça exactement. On en a été à 9 hier. Il y en a un nouveau qui a été interpellé hier soir et on a appris qu'il y a 2 individus qui se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat et qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Sur le profil, on est sur des gens très jeunes, 14 à 16 ans. Une grande majorité d'entre eux sont originaires de la ville de Fresnes, même il y a certains individus qui sont originaires des communes alentours. En plus d'être mineurs et originaires de la ville, ce qu'on sait de leur profil, c'est qu'au moins un d'entre eux est déjà connu des services de police. Et pour un fait grave, puisqu'il s'agit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire que cet individu s'en était déjà pris à un symbole de l'autorité, à un symbole de l'État. Je rappelle aussi que pour le saccage de la mairie de Fresnes et pour le vol qu'ils ont commis dans une auto-école juste à côté, ces individus peuvent risquer jusqu'à 15 ans de prison. Mais vu qu'ils sont mineurs, il y a la remise de peine automatique, donc ils ne risquent que 7 ans et demi de prison au maximum, en sachant que pour la justice, la priorité doit être à une réponse éducative plutôt qu'à des sanctions de prison. Et donc justement, est-ce que les enquêteurs, Tanguy, se posent la question de si ces mineurs ont été utilisés en sachant que c'est des mineurs et donc que les peines sont bien
moins grave pour aller intimider le nouveau maire? Mais c'est évidemment toute la question qu'on se pose, puisqu'on sait que les narcotrafiquants n'hésitent pas à le faire. Donc là, toute la question, c'est est-ce qu'ils ont été incités à aller attaquer les mairies parce qu'ils risquent moins? Est-ce qu'il y a des grands du quartier qui les ont poussés à faire ça, voire même peut-être des ambitions plus politiques? Vous en avez parlé, de savoir est-ce que c'est lié à ces élections municipales. C'est ça, parce que la ville est tombée à droite. Et on sait que sur les points de deal, les fameux choufs, les fameux gardiens sont souvent mineurs parce qu'ils sont aussitôt arrêtés, aussitôt relâchés. Les tueurs aussi. Nous avons 2 maires. Et bien sûr, on se souvient du tueur, de ce chauffeur VTC qui a été jugé d'ailleurs il y a quelques semaines. Comment vous analysez ces images, la piste des narcotrafiquants? Elle n'est pas exclue par les enquêteurs, comme le disait Tanguy. On utilise des mineurs pour aller intimider peut-être le nouveau maire. Et saccager sa mairie, ça c'est certain. En fait, c'est une progression. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les mineurs parce qu'on ne va pas les condamner. Donc, tous les actes un peu délictuels, on va les prendre, on va les mettre en premier. C'est plus facile à 14 ans parce qu'on sait qu'il ressortira. Et à un moment, il faudra que cette justice se mette en rapport avec vraiment la violence et pas l'âge. En rapport avec la violence. Quand on tue, quand on fait quelque chose, on doit payer, c'est clair. On ne doit pas dire, excusez-moi, il est mineur, il peut continuer à tout faire. Mais eux, les narcotrafics et tous les ans, parce qu'on verra bien dans les gardes à vue si on les a déjà pas chopés quand ils vendaient un peu de shit. Si c'est le cas, le lien il est fait automatiquement. Donc on va attendre ce que va dire la justice. On va essayer de voir si déjà ces jeunes ont été pris en vendant de la drogue. Si c'est le cas, votre réponse, vous l'avez, Gauthier. Monsieur le maire, comment vous réagissez à ces images avant qu'on parle de votre cas personnel? Bien sûr. Est-ce que ça vous rappelle un triste souvenir? Bien sûr, il y a un lien, notamment sur l'affaire que je connais très bien, l'incendie de ma mairie. En l'occurrence, celui dont on a trouvé les traces ADN sur un mortier, précisément, il était défavorablement connu pour, avec un de ses complices, avoir tiré au fusil sur une caméra de surveillance qui surveillait quoi? Un point de deal. Voilà. Donc le lien est établi en tous les cas pour cette affaire-là. Et on va parler de votre mairie dans un instant, mais on va prendre la réaction de Mathieu Vallet, ancien policier, des mineurs utilisés peut-être par les narcotrafiquants pour aller saccager toute une mairie, 12 gardes à vue. Moi, je cesse de dire qu'il faut aller chercher aussi la responsabilité des parents. Entre 14 ans et 16 ans, qu'est-ce que foutent les gamins dehors à aller saccager des établissements publics, une auto-école aussi, même une banque? Et donc, moi, je dis, durant l'enquête, changeons de logiciel sécuritaire. Il faut qu'il y ait une analyse patrimoniale qui soit faite des parents et que tout ce qui peut être saisi puisse être saisi, puisque vous en parlerez après, mais évidemment, c'est encore le contribuable français qui va payer, puisque le gouvernement voulait mettre une taxe à elle, nous on veut mettre une taxe voyou. Et je vais même plus loin, les parents devraient être en garde à vue pour expliquer où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et quel est leur rôle éducatif vis-à-vis des gamins à qui ils laissent tout faire, visiblement. Parce que moi, quand j'étais petit dans une cité, je traînais pas tard dans la rue, je ne faisais pas ce que je voulais. Et si j'étais même ramené par un policier pour une petite connerie, je peux vous dire que ça bardait à la maison. Donc il faut que les parents qui font des gosses les assument jusqu'au bout. Et encore une fois, on voit que malgré les émeutes Naël, rien n'a changé. Je le dis, sur la responsabilité des parents et sur le remboursement des dommages et intérêts des dégâts affligés à la collectivité. Vous me faites la transition, ça va faire 3 ans et effectivement, rien n'a changé. Les faits se sont déroulés le 29 juin 2023, monsieur le maire. Dans cette vidéo, on aperçoit 3 hommes en train de mettre le feu à votre mairie. Lorsque les flammes apparaissent, le caméraman indique il n'y a plus de mairie et en insultant évidemment tout le monde, que je ne vais pas répéter. Donc je vous propose de voir cette séquence et ensuite on en parle avec vous des conséquences judiciaires puisque l'un d'eux a été relaxé par la justice il y a quelques jours. Mets le coup de flamme, mets le coup de flamme. Mets le coup de flamme, mets le coup de flamme. Il n'y a plus de mairie, bande de fils de putain de bonheur. Hey, va tuer nos petits frères, ces fils de pute, c'est la guerre. C'est les poubelles. Voilà, monsieur le maire, et donc il est relaxé. C'est-à-dire que c'est eux qui ont filmé, il y avait une condamnation en première instance, et l'un des auteurs a été relaxé en appel. Exactement. Et donc, c'est absolument épouvantable ce qui se passe, parce qu'on attend de la part de l'État que la main ne tremble pas. Je me souviens de Gabriel Attal qui avait invité les maires qui avaient été sinistrés, dont je faisais partie, et qui nous avait assuré que la main ne tremblerait pas plus que la truelle de la reconstruction. Et on attend aussi la reconstruction de la mairie. Mais pour revenir aux événements qui se sont passés, c'est quand même extraordinaire. Elle n'est toujours pas reconstruite, la mairie ? Toujours pas.
Toujours pas 3 ans après. Donc on voit bien, Ouais, voilà, mignon. on attend l'aide de l'État, l'aide qui a été promise, et moyennant quoi les collectivités, régions et métropoles qui sont engagées à aider, mais aider après l'intervention de l'État. L'État n'intervenant pas, on n'est toujours pas reconstruit. Mais il y a pire que Où sont ça, vos bureaux c'est-à-dire, Où sont vos bureaux désormais? on est rapatriés dans des locaux de fortune. Mes bureaux importent à la limite pas tant que ça, mais c'est surtout les locaux du service à la population. Pourquoi? Parce que ce qui a été incendié, c'est rien que des chevaliers Bayard. Ils s'en sont pris de nuit à un CCAS. Donc on voit bien... On voit les images de votre mairie là. On voit bien un centre d'action sociale. Voilà, c'est-à-dire un public particulièrement fragile. Et donc, c'est un désarroi le plus total, puisque tout a été brûlé. On a des pauvres gens qui venaient en pleurs, puisque du coup, on a perdu tout l'historique et l'accompagnement. Et donc, dans un premier temps, on a réussi à trouver, et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail fait par les services de police, qui, après une enquête très approfondie et remarquable, ont réussi à trouver un certain nombre d'empreintes. Ces empreintes ont permis d'identifier, pas un mineur cette fois-ci, c'est un majeur, donc pas d'excuse de minorité. Donc on s'est dit, là, normalement, l'exemplarité devrait pouvoir frapper. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En première instance, eh bien, la personne a écopé d'un sursis d'1 an, sursis d'1 an, moyennant quoi, avec le procureur, moi j'ai demandé au procureur d'intervenir pour interjeter appel, de façon à ce que le compte n'y étant pas, puisque en définitive, il y a plus de 6 millions de dégâts là-dedans. Donc, il faut absolument qu'on puisse avoir une peine exemplaire. Là, ça ne l'est manifestement pas. Donc, on fait appel. On est jugé, là, récemment. La décision vient d'intervenir le 9, là. Il y a quelques jours. Fin mars, exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, en définitive, relax. Relax, c'est-à-dire que le juge en appel, alors même que j'ai demandé à être auditionné devant la cour d'appel, de façon à ce que ça ne passe pas parmi d'autres affaires, en disant, imaginez à quel point, et je l'ai dit aux 3 juges qui étaient devant moi, je leur ai dit, écoutez, en fonction de votre décision, vous donnerez un signal très fort. Mais ça recommence à Fresnes. À Fresnes, ils doivent être bien tranquilles. Bien tranquilles. Et si elle n'est pas exemplaire, vous me demandez de ramener le drapeau français, ma mairie constituant un poste avancé de la République. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a aucune réponse, qu'elle soit judiciaire ou en termes de recomposition du paysage autour, pour éviter que ma mairie reste en plein milieu d'un ghetto, parce que là aussi, c'est un des problèmes, puisque rien n'a été réglé non plus pour faire que ce quartier ne soit plus un ghetto. Donc, on met de facto la mairie de Villeneuve-le-Roi en danger, quand bien même on la reconstituerait. Donc, on voit bien que c'est une chaîne de défaillance quant à l'exemplarité, quant aux causes qui sont toujours en place pour que ça se reproduise le jour où on reconstruit, et aussi quant aux aides, puisqu'en définitive, non seulement l'État n'a pas donné son aide à ce jour, 3 ans après, mais de surcroît, il y a 2 jours, m'annoncer que l'État ne respectait pas son engagement de rembourser la taxe professionnelle. Autrement dit, on interdit même aux citoyens de pouvoir eux-mêmes effectuer les travaux, puisque c'est à hauteur de 500 000 €. Bon, tout est dingue dans cette histoire, absolument dingue. C'est-à-dire que l'accusé est relaxé après avoir été condamné en première instance. Monsieur le maire n'a pas sa mairie reconstruite. Vous êtes dans des locaux de fortune. Donc, quand vous allez à la mairie pour demander un passeport, que sais-je, déclarer un enfant, eh bien, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a plus de locaux. Enfin, vous devez aller dans ces locaux de fortune, j'imagine. Donc, c'est pas reconstruit. Il n'y a pas eu d'aide de l'État. Il n'y a pas eu de sanctions. Enfin, c'est incroyable. C'est le monde à l'envers. Du début à la fin, cette histoire. Et après, ça recommence. Je trouve votre histoire sidérante. C'est-à-dire que moi, je comprends votre colère. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on est habitué un peu à ce que nos responsables politiques, un peu trop parisiens, ne voient pas ce qui se passe au fond de la France. Mais vous êtes à 1 heure de Paris. Le Premier ministre, aujourd'hui, il vient de votre famille politique. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire passer 3 ans à faire des grands discours pour qu'à la fin, on soit incapable de reconstruire une mairie. C'est-à-dire même sur la question de cette reconstruction, moi, ça me semble sidérant. J'ai une question pour vous. Quel était le profil de ces individus qui ont mis le feu à la mairie? Le profil, c'est un individu majeur qui est défavorablement connu, puisqu'il y a quelque temps, il a, avec un complice,
tirer au fusil sur une caméra de surveillance sur un point de deal, et que là aussi c'était l'objet de mon appel, parce que du coup en appel on s'est dit mais comme en première instance l'individu en question n'avait pas été condamné, et en définitive il s'avère que c'est simplement parce que la justice avait mis du temps à le condamner pour la destruction de la caméra de surveillance au-dessus du point de deal. Donc là, on s'est dit, en appel, la condamnation a été prononcée. Donc il ne se trouve pas en situation de ne jamais avoir été condamné. Donc on a bien quelqu'un qui est majeur et déjà récidiviste, et de surcroît, pour lequel on a toutes les preuves, parce que je voudrais quand même vous dire comment ça s'est passé. On a trouvé ses empreintes, on a trouvé, on a fait le bornage de son téléphone. On s'est rendu compte que il y avait ses empreintes, son téléphone à borner, il y avait toutes les preuves, mais il est relaxé. Attendez, de surcroît, il avait une application qui a montré que entre 1h et 3h du matin, il courait. C'est précisément les 2 attaques, puisque ma mairie a été attaquée à 2 reprises. Une première fois, le gardien a pu éteindre le feu, et la deuxième fois, ils sont venus en nombre. Et là, donc, entre 1h et 3h du matin, on le voit courir. On lui demande avec qui il était, puisqu'il dit « Ah ben non, j'ai simplement stocké ces bâtons, etc. » On lui demande au profit de qui. Il n'arrive pas à donner les noms. On demande en compagnie de qui il était, il donne juste des prénoms et il ne se souvient plus du reste. Enfin, si vous voulez, quand vous assistez à ça, c'est dégoûtant. C'est déprimant. Mais oui, parce que vous pensez à tous ces gens qui ont besoin de ces services municipaux et qui s'en trouvent être privés. Mais c'est surtout c'est renforcer le délinquant et ça recommence à freiner. Vous qui fréquentez très régulièrement les tribunaux, une affaire comme celle-là, il y a le bornage des téléphones, il y a une application qui prouve qu'il était là. Quelle était la troisième preuve? L'ADN, évidemment. Les traces d'ADN. Et vous avez quelqu'un qui est relaxé alors même qu'il est récidiviste parce qu'ils en étaient déjà pris à une caméra. Voilà. Exactement, c'est vrai que ça arrive quand même assez régulièrement, notamment dans les faits de comparution immédiate, où la justice, le juge, estime que si on n'a pas la vidéo, la photo de la personne qui est en train d'allumer, eh bien, il y a bénéfice du doute. Ça, bénéfice du doute, c'est quasiment... Si on n'a pas la vidéo qui montre que vous l'avez fait, eh bien, on va trouver des éléments pour vous disculper. Moi, j'ai beaucoup de policiers de terrain et des enquêteurs officiers de police que me disent que même avec les caméras piétons, vous savez, c'est des outils numériques que l'administration leur a doté. Même quand ils filment un individu dans les geôles ou sur la République en train de les insulter, ou même à Lille, j'ai eu le cas d'un baqueux sur la Coupe d'Afrique des Nations qui a été violenté, que ça a été filmé, on lui dit c'est pas une preuve irréfragable. Et quand vous avez ça, c'est-à-dire 6 millions de dégâts avec de l'ADN, avec du bornage, avec un travail de dingue que les enquêteurs ont mené. Parce qu'on ne claque pas des doigts pour avoir ces éléments-là. Moi, ces enquêteurs, ils font un travail considérable tous les jours. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on n'ait pas une désaffection de la filière de l'investigation dans la police nationale et même dans la gendarmerie? Quand vous travaillez jour et nuit, week-end, jour férié, que vous y mettez vos tripes, votre engagement, votre vie de famille de côté pour pouvoir interpeller les suspects, merci monsieur le maire d'avoir rendu hommage à ces enquêteurs, et bien quand vous avez peanuts à la fin, vous vous dites que c'est un déni de justice. Alors justement... Mais Gauthier Lebret, je donne juste une info. Vous savez que quand vous interpellez, quand j'étais en bac, un individu qui rentre dans votre véhicule pour voler à l'intérieur, qu'il a dégradé, vous relevez son ADN, parce que si vous ne l'avez pas en flagrance délit même, mais quelques minutes après, et qui vous dit oui, mais je suis rentré dans le véhicule pour dormir. Le magistrat dit bah oui, ça ne tient pas, la fraction est insuffisamment caractérisée, c'est classé. Donc même si vous y mettez les moyens, la volonté, la technicité et l'expertise de nos enquêteurs, a de plus en plus de décisions laxistes. Et pardon, mais là, c'est pas une question de moyens, puisque la justice a ce que les enquêteurs pouvaient rassembler de plus. Ça, on peut pas faire plus. Il faut juste que le magistrat y mette des bottes, qui viennent sur le terrain faire des enquêtes, et il verra comment c'est compliqué. On marche complètement sur la tête. Je vais vous montrer une autre séquence. Dans cette vidéo filmée en caméra embarquée justement par un policier, des tirs de feu d'artifice arrivent directement sur les forces de l'ordre. Ils sont alors dans l'obligation de se retrancher dans un bâtiment. C'est dans votre commune, monsieur le maire, le lendemain de l'attaque contre votre mairie. Attention les gars, on remplit, Ruby. Remplis. Allez, Xavier. Attention, attention, allez. Attention les gars, allez vite, vite. Allez. Cartouche. C'est bien des matos. Rentre, putain, rentre. Rentre, allez, rentre. Tu m'as les matos.
Vas-y. File-moi des bâtons. On va pas se faire recule. Ouais, on recule. Reculez. On fait le tour pour les prendre devant. Bâton. Attention à la porte s'ouvre. Putain, hé, toi, arrête de bouger. Voilà. File-moi des bâtons, s'il te plaît. Viens. Tout le monde est rentré. Ouais. Voilà, vous vouliez des vidéos de caméras embarquées, eh bien, on en a. Ça montre la violence de ce qui s'est passé il y a 3 ans dans votre commune. Et on l'a dit, ça recommence à Fresnes et la justice n'est pas au rendez-vous. Il y a toutes les preuves de l'application de cet individu. C'est un récidiviste. Son téléphone a borné. Il y avait une application qui prouvait sa présence, des traces ADN sur les mortiers d'artifice. Mais malgré cela, il est relaxé. Et il va recommencer. Exactement. Et si le juge avait eu un doute en appel, à ce moment-là, qu'il maintienne le sursis. Parce qu'à tout le moins, dans le doute, il se dit, on va maintenir, maintenant qu'on a un individu qui a déjà été condamné, on va essayer de le tenir comme ça en disant, au moins, il se tiendra bien pour l'avenir sur la base de sursis. En enlevant le sursis, en faisant qu'au bout du compte, le type se trouve lavé de tout, ça veut dire que, y compris sur la potentialité de la réparation, tout est dégagé. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien. Ah bah oui, et quand on ne peut rien lui demander. C'est terminé, il est complètement blanchi. C'était comment? Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Exactement. Là, c'est bien nettoyé. En tous les cas, tout a été nettoyé. Sachez, monsieur le maire, que le président d'audience, même en première instance, s'il y avait des difficultés sur certains éléments de l'enquête, pouvait demander à surseoir au jugement et à ressaisir les services de police. Moi, je l'ai fait quand j'étais commissaire, on saisissait mes services pour obtenir des éléments complémentaires. Donc, visiblement, en première instance, il n'y avait pas de sujet sur les preuves et les éléments ramassés par les enquêteurs. Donc, c'est ça, Gauthier Lebret, en fait, que les policiers, les gendarmes et les victimes ne supportent plus. C'est un laxisme qui met à genoux nos victimes face à des gens, en plus, vous l'avez dit, ce suspect, maintenant relaxé, était connu des services de police. Donc, quand vous accueillez des victimes, vous avez la désagréable surprise de dire aux gens, mais l'individu qu'on a interpellé, on le connaît très bien, et malheureusement, parce que la justice ne fait pas son travail, on se retrouve à interpeller souvent les mêmes. Une image en direct de l'hôtel de Matignon, où la porte-parole du gouvernement doit prendre la parole, Maud Bréjon, puisqu'il y a une réunion sur les carburants. On n'en sort pas. La semaine dernière, Jules Torres, on était sur le même plateau, il y avait une réunion à Matignon, pas le début du commencement d'une décision. Non. Depuis, il y a eu quelques aides pour les professionnels de la route, mais pas pour l'ensemble des Français qui n'en peuvent plus de payer leur essence beaucoup trop cher, leur carburant beaucoup trop cher. Il y a le fameux chèque énergie qui ne concerne même pas les carburants et qui concerne évidemment les Français les plus modestes, donc la classe moyenne n'est pas concernée. Et on voit un gouvernement qui n'arrive pas à se désembourber de cette crise et à trouver les bonnes solutions. Non, parce que le gouvernement a temporisé. Alors, une information, cette réunion qui a lieu donc à Matignon a été faite sans téléphone. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de la part du gouvernement, et notamment de Matignon, d'interdire les téléphones pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, possiblement, il pourrait y avoir des mesures enfin, qui pourraient soulager un certain nombre de Français. On sait qu'aujourd'hui, il y a quasiment 10 à 15% des stations-service qui sont complètement à sec ou en difficulté partielle, que la réponse du gouvernement se fait attendre, qu'il y a ce chèque énergie de 150 € qui pourrait aller à 4 millions de personnes, qu'il y a des actions ciblées, mais c'est certainement pas assez. Et les Français, et notamment les particuliers, attendent qu'il y ait une véritable aide. Quand ils regardent ailleurs, les Français ils le font et ils s'informent extrêmement bien. Quand ils voient l'Espagne qui offre un paquet de 5 milliards à ses citoyens, c'est quelque chose. Quand on voit l'Italie qui est à 417 millions d'aides, alors que la France est avec beaucoup de difficultés à 70 millions, on voit bien qu'il y a ce sujet, et avec un sujet qui est évidemment inflammable, avec des Français qui sont de plus en plus désespérés par ce spectacle affligeant de politique et face à un gouvernement qui n'est pas à la mesure de l'événement. Ils n'arrivent vraiment pas à se sortir de cette crise d'Éric Tegner. C'est vrai qu'on a vu l'Italie, on a vu la Hongrie. Alors, il y a quand même une différence, par exemple, avec l'Italie qui fait baisser les prix de 25 centimes, c'est que les caisses ne sont pas vides comme les nôtres et qu'elle a assaini les finances publiques. Giorgia Meloni, nous, c'est toujours plus de taxes pour toujours plus de dépenses. Oui, parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017 en disant que lui était le candidat qui incarnait un petit peu une forme de croissance économique dans l'avenir. Il s'avère qu'il va quitter quand même l'Élysée. Et je rappelle 10% de stations-service dans le pays en pénurie. Alors que le gouvernement nous avait dit qu'il n'y a pas de risque de pénurie. 10%, ça commence. Ils n'ont rien anticipé. Ils ne savent pas anticiper parce qu'ils veulent uniquement gagner du temps. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils découvrent les choses aux informations. Et à chaque fois qu'il y a des experts qui vont dire attention, en ce moment, il faut peut-être commencer à regarder les engrais. Il faut regarder aussi du côté des agriculteurs. Moi, j'ai un ami dans mon village breton qui m'a écrit ce matin. Il m'a dit que sur le GNR, l'année dernière, il payait 68 centimes par litre. Aujourd'hui, c'est 1,50 € hors taxe par litre. Pardon, 1,34 €. Ça veut dire que ça augmente quoi? Ça augmente de
50 000 euros par mois pour lui. 500 000 euros sur son exploitation. C'est énorme. Rien que comme ça. Et lui, cet agriculteur, il s'occupe de quoi? De faire les moissons de tout le département. Donc c'est essentiel. On peut faire tomber des filières. Les gens peuvent être en crise. Et donc le gouvernement, en effet, il faut vite qu'il réagisse. Alors, un reportage que je vous propose. Le carburant n'a jamais été aussi cher et il attire de plus en plus les convoitises. Sur le terrain, certains professionnels font face à des situations de plus en plus difficiles. Un tournage d'Olivier Gangloff, Mathilde Ibanez, récit Pierre Crépy. Une flambée des prix des carburants et de l'insécurité. Ces derniers jours, les vols et détournements d'essence se multiplient sur les stations et les aires d'autoroute. Première victime, les routiers. J'ai été impacté la semaine dernière sur Avignon. On m'a siphonné 400 litres de gasoil. Donc après, il faut courir, aller refaire le plein et on a toujours peur. Et on dort avec un œil et on est fatigué de surveiller. Donc, En guise de sécurité, un petit clapet existe sur les embouts des réservoirs, un bout de métal bien loin de dissuader les malfaiteurs. Avec un tournevis, ils viennent casser ici, ils viennent tourner, donc forcer directement l'ouverture. Et ou sinon, s'ils n'y arrivent pas, ils font directement des trous. Donc avec une cloche, ils aspirent. Et on n'entend rien, on voit rien. Ouais. Il y a aussi des cas de personnes qui se font gazer pendant la nuit. Nos patrons préfèrent qu'on laisse ouvert, justement, comme je vous ai montré, j'ai pas de clé. Ils préfèrent qu'on laisse ouvert plutôt qu'on se fasse abîmer le réservoir. Le vol de carburant représente plus d'1 millier d'euros pour un réservoir de camion classique. Pour la sécurité des chauffeurs, des parkings surveillés et privés existent, mais ils ont un coût, plus de 20 € par nuit. Donc là, on en est au vol de carburant auprès des routiers. C'est-à-dire que les routiers, vous imaginez déjà que c'est très compliqué pour eux de faire le plein et de ne pas travailler à perte. On vient leur siphonner leur réservoir, en plus, le Dio Victoros. C'est ça qui est en train de se passer. Vous disiez anticiper. Ça, ils ne l'ont jamais fait depuis le début. On l'a vu, excusez-moi, en 2020 pour le Covid, moi qui suis médecin. Mais il n'y a même pas de réactivité. Ils n'anticipent pas, mais ils ne réagissent pas. Là, tous les autres ont réagi, nous, on ne réagit pas. Mais pourquoi? Vous avez raison, il n'y a plus un centime. On va être obligé de faire un crédit pour pouvoir donner de l'argent pour l'essence. C'est ça qui va se passer. C'est qu'on va être obligé de chercher de l'argent encore à des taux, je ne sais pas combien, pour payer, parce qu'on n'anticipe rien. Parce que là-haut, il n'y a plus rien. Est-ce que si je vous interrogeais sur le nom des ministres aujourd'hui, vous pourriez me les dire? Non, le président de la République, il n'est pas là. En fait, il n'y a plus rien là-haut pour décider. Donc, ils ne peuvent pas décider, tout simplement. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Et par contre, le citoyen, aujourd'hui, il faut bien qu'il roule, il faut bien qu'il aille travailler. Et comment on va faire? Et comment il fait? Parce qu'on n'augmente pas les salaires, je crois. Ils sont toujours les mêmes. Alors on va se retrouver dans un instant. On va suivre évidemment. On a l'image en direct donc de Matignon, les annonces ou les non-annonces du gouvernement, puisque c'est comme ça après chaque réunion à Matignon. Mais on verra. On est à l'abri. On attend de voir comment ça évolue. On est à l'abri de rien puisqu'il y a une prise de parole. On vous montrera d'autres reportages. Comment les Français vont-ils faire avec cette hausse inexorable des prix des carburants? S'achemine-t-on vers un retour des gilets jaunes? La réponse dans un instant. Il est midi dans 100% Frontières. Dans un instant, on parle de la crise des carburants, les prix qui continuent à exploser à la pompe. Et vous voyez les images donc du point presse du gouvernement de Maud Bréjon qui doit arriver dans un instant. Énième réunion à Matignon. Va-t-il y avoir des annonces, enfin des annonces pour les Français qui n'en peuvent plus? Et sinon, si c'est pas le cas, est-ce qu'on s'achemine vers un retour des gilets jaunes? On en parle juste après le journal de Margot Siffer. Rebonjour Margot. Rebonjour Gauthier, bonjour à tous. Et les carburants, donc au menu d'une réunion ce matin à Matignon. Objectif, utiliser le surplus de recettes fiscales liées à la flambée des prix pour décarboner l'économie. En attendant, Maud Bréjon, qui devrait s'exprimer dans quelques instants, reconnaît qu'il y a moins de 10% des stations-service qui ont des problèmes d'approvisionnement. Ces images impressionnantes à présent d'une frappe à Tel Aviv, près du littoral, et d'une autre à Bnei Brak, dans la banlieue nord de la ville. Plusieurs blessés à déplorer, dont une fillette de 11 ans dans un état grave. Notre correspondante Régine Delfour fait état des dégâts sur place. Nous sommes à Bnei Brak, sur les lieux d'un impact lors d'une explosion qui a lieu ce matin. Il y a des bonbonnes de gaz. Fort heureusement, elles n'ont pas explosé. Vous allez voir sur les images de Sacha Robin. Tout a été donc soufflé par l'explosion. On parle d'un missile à fragmentation. Et donc, on voit le trou dans le mur donc, de l'immeuble qui a donc
été là totalement percées. On voit même sur le toit, il y a partout des ouvertures. Il y a évidemment aussi des fuites d'eau. Alors tout autour, ce sont des fenêtres brisées, soufflées. Là, en fait, il y a une habitation. Alors on peut le voir à l'intérieur de cette habitation. Il y a plusieurs impacts sur le mur. Ce sont donc les petites billes, les sous-munitions qui font donc ces impacts. Il y en a partout sur les murs. Il y en a aussi sur le mobilier de la maison. Et en fait, le propriétaire nous expliquait qu'il y avait une petite fille, mais un bébé qui était dans cette pièce et que miraculeusement, en fait, elle est saine et sauve. Retour en France avec à l'approche de la présidentielle, Bruno Retailleau, favorable à une alliance des électeurs de droite et non des partis de droite dans les urnes. C'est ce qu'il a déclaré ce matin au micro de Laurence Ferrari dans la grande interview CNews Europe 1. On l'écoute. Je suis pour l'alliance des électeurs de droite dans les urnes. Je l'ai souvent dit, je crois en la majorité nationale. Je parle souvent de France des honnêtes gens. Eh bien moi, je pense que un électeur qui a voté pour Édouard Philippe au Havre pourra parfaitement rejoindre mon projet. Un électeur qui a voté pour Robert Ménard à Béziers pourra aussi le rejoindre. Et tous les électeurs du centre et de droite. Et puis, jour J pour le décollage de la mission lunaire Artemis 2. Une femme et 3 hommes embarquent ce soir pour faire le tour de la Lune. Une épopée qui devrait inaugurer une nouvelle page de la conquête spatiale américaine. Elle intervient plus de 50 ans après la fin du programme Apollo et le dernier vol habité vers la Lune. Merci beaucoup Margot. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau tour de l'actualité. On est donc sur la crise des carburants qui n'en finit plus et le potentiel retour d'un mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement qui doit potentiellement faire des annonces. Je vous propose donc de voir un reportage de l'inquiétude montante des Français, donc signé Manon Varaldo, Tancrède Guillotel et Nicolas Roger. Cette station-service en Mayenne n'a plus de gazole à vendre. Son cas est loin d'être unique en France. À travers le pays, sur près de 11 000 stations-service, plus de 1000 sont confrontées à une pénurie de carburant. L'enseigne Total Énergie est essentiellement touchée. Elle, qui a bloqué ses prix autour de 2 € le litre. C'est vrai que dans les petites stations, c'est affolant quand même les prix, parce que juste à côté, là-bas, c'est 2,34 €. Total Énergie a indiqué prolonger le plafonnement des prix dans ses stations-service jusqu'au 7 avril. Chez les autres enseignes, comme Esso ou Avia, le coût à la pompe continue de grimper et inquiète les automobilistes. Les salaires n'augmentent pas. Alors que le carburant augmente, à un moment, ça va poser problème pour beaucoup de gens, quoi. Du coup, c'est pas le même pouvoir d'achat, etc. Donc c'est inquiétant quand même. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le prix moyen du gazole en France s'est établi à 2,19 € le litre. Pour le moment, le gouvernement de Sébastien Lecornu exclut toujours une baisse des taxes sur les carburants. Exclut toujours une baisse des taxes sur les carburants. Éric Tegner, on était hier avec Pierre Chasseret qui nous disait qu'aujourd'hui on est à 50 milliards de taxes sur les carburants. Et la question, c'est le gouvernement va-t-il céder après cette énième réunion à Matignon? Non, parce que c'est malheureusement la seule chose sur vous laquelle savez le déjà. gouvernement... Bien informé, Éric Tegner. Sur les taxes, c'est-à-dire que le gouvernement, ça fait 9 ans que de toute façon, il ne réduit jamais une taxe. Donc, en règle générale, ils les augmentent ou alors ils en créent. Ils essayent de l'appeler contribution pour la transition écologique. Et ils essayent de maquiller ça. Donc, moi, je le crois plutôt dans la politique du chéquier. C'est ce qu'ils font en règle générale, c'est-à-dire d'essayer de faire croire aux Français, de les faire culpabiliser en leur disant vous avez vu, on vous donne de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un système aujourd'hui de notre État, pardonnez-moi, c'est un système de mafia. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prend de l'argent et après, on vous en rend un petit peu en vous faisant croire que vous êtes totalement dépendant. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que les professionnels aujourd'hui alertent sur le fait, en effet, M. Pierre Chasseret l'explique, que c'est la baisse des taxes qui va permettre à un moment de relancer aussi les choses. Et des Français qui, encore une fois, en ce moment, ils partent pas en vacances. C'est pas les vacances d'été. S'ils prennent la voiture, c'est pour aller travailler. Vous disiez, Ludovic Toro, déjà, est-ce que c'est un sujet dans votre commune? Évidemment, est-ce que c'est un sujet moi, les écoles, j'échauffe comment? Forcément, je vais avoir plus à payer moi aussi. C'est-à-dire que moi, je fais un budget, d'accord, sans aucune augmentation, parce que notre dotation globale, on ne l'augmente pas, mais là, je vais me prendre de plein fouet ça encore. Et comment je vais payer? Donc, je vais être obligé d'enlever des projets que j'avais mis en place pour chauffer les écoles pour nos enfants. Tout simplement aujourd'hui. Alors, j'attends les annonces, mais comme vous le dites... et pour vos administrés, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez? Mais bien sûr, j'exerce encore mon métier de médecin, les gens me parlent de ça. Ils me disent comment on va faire? Surtout des fois, ils travaillent très loin, ils prennent encore leur voiture. Mais c'est pas possible.
Il y en a certains qui... Alors, ils vont augmenter peut-être le télétravail, ça va être une solution provisoire. Peut-être ce qu'il va annoncer, je ne sais pas encore, d'accord ? Mais il faut bien trouver... Ah bah ça, ils adorent le télétravail. Hein. Mais il y a une épidémie, mais vous verrez, enfin, moi, je suis pas avec eux. Qui paye, quoi. Mais de toute façon, il y aura... vous verrez. Il y a un ancien président qui disait le télétravail, c'est surtout la télé, pas beaucoup le travail. Mais de toute façon, vous verrez, vous avez raison. On va faire comme d'habitude, dès qu'il y a un problème qui nous arrive sur le dos et qu'on aurait dû voir arriver, c'est sortir un chéquier. Mais le chéquier, il faudra bien le payer à un moment. Et qui va le payer ? Comme tout à l'heure, le pauvre maire, les 5 millions, les je ne sais pas combien ça mérite, qui va les payer ? C'est nous qui allons les payer. À chaque fois, c'est nous qui devons payer leur erreur et leur non-engagement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire comme ils n'ont plus d'argent ? Et comme je fais le calcul, 6 000 euros par seconde. La dette, elle augmente. 6 000 euros par seconde. Le maire, la taxe, les Français, ils l'ont payé. Hein. Mais lui, il n'a pas reçu l'argent. Mais c'est ça. Mais en plus, vous avez raison. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à voir les gens sous une tente ? Non, mais c'est pas sérieux, je veux dire. Mais j'attends les annonces, vous avez raison, Gauthier. Là, on va rire. Ou pas, on va pleurer. On fait comment que ce que vous proposez au RN ? Est-ce qu'il faut baisser les taxes sur le carburant ? Oui, la moitié du prix du carburant, 50%, c'est de la taxe. Plus. Donc, on est au-delà de 60, en moyenne, 65. mais en tout cas... Voilà, moi je vous donne les éléments qu'on a. Marine Le Pen et Jean-Luc la réalité. Oui, c'est plus de 60%. Je fais le plein aussi à Gauthier Lebret. Pour me déplacer dans le Nord, on a besoin de nos voitures. Évidemment qu'on ne peut pas tous faire du télétravail. Mais ce que je veux vous dire sérieusement, c'est que Marine Le Pen et Jean-Luc Bardella, avec la crise en Iran, avaient tout de suite mis ce sujet sur la table parce qu'évidemment, vous avez raison, on essaye au mieux d'anticiper. Ensuite, on veut faire passer la TVA de 20% à 5,5%. On le promettait déjà avant, et pas uniquement sur le carburant, sur le fuel, sur l'électricité, sur le gaz. On veut aussi... Comment ? Il y a le gaz. Oui, le gaz, tout à fait, oui. Et on proposait même, Jordan Bardella avait fait dès la campagne de 2024 des européennes, de sortir des règles du marché européen de l'électricité. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, moins 30% des prix de l'électricité. Et Gauthier Lebret, vous parlez de Mme Mélanie tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, pour prendre toute la péninsule ibérique et le sud de l'Europe, tout le monde fait baisser les taxes et fait baisser le prix à la pompe en engageant des finances. Alors on dit c'est 6 milliards, mais 6 milliards, c'est l'augmentation de la contribution française au budget de l'Union européenne. Et on a eu Jean-Philippe Tanguy, qui siège actuellement en commission des finances, il l'a fait en début de semaine, justement pour défendre ses arguments et pour regarder aussi les stocks et les réserves à qui bénéficient ces contrats d'énergie et ces différentes taxes qu'on découvre aujourd'hui parce que le gouvernement n'est pas clair et n'anticipe rien. Alors évidemment, la politique du chèque, ça va rien résoudre. Et en plus, pardon de le dire, Monsieur Ramos dit sur une autre chaîne, vous savez, vous l'invitez, le député Modem, qu'il n'y a plus de pognon dans les caisses. Il y a du pognon à aller chercher surtout. Mais sauf que les économies et l'argent, on ne peut pas aller le chercher là où il est. Voilà. Écoutez, Maud Bréjon qui reconnaissait ce matin qu'il y avait 10% des stations qui étaient en difficulté totale ou partielle. Donc la pénurie a bien commencé. Les mêmes qui nous disaient il y a une semaine, il n'y a aucun risque de pénurie. Il faut dire que Laurent Lescure, Roland Lescure, en nous disant il y a un choc pétrolier, il a peut-être un peu inquiété tout le monde. 10% des stations du pays en difficulté totale ou partielle. Donc au début, ils nous ont dit calmez-vous, il est urgent d'attendre. Ensuite, ce qui a inquiété les Français quand même. Mais à culpa, on ne pensait pas que les prix monteraient aussi vite, aussi fort. Mais il n'y a pas de risque de pénurie. Et là, il y a 10% des stations essence, services en pénurie. Ils auront été grandioses durant toute la séquence. Mais dans cette interview, Maud Bréjon, elle dit aucun risque d'approvisionnement, mais 10% des stations-service qui sont à sec. Ah oui, bien sûr. Écoutez l'extrait donc. Moins de 10% des stations ont des difficultés totales ou partielles. Je veux dire une chose pour préciser ce chiffre-là. La grande majorité d'entre elles concernent des stations Total Énergie, parce que vous savez que Total Énergie a mis en place un prix plafond, ce qui génère une influence dans un grand nombre de leurs stations-service et ce qui crée ce type de tension. Pour autant, il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement à l'heure où on se parle. Je rappelle qu'on a toujours nos stocks stratégiques, 100 millions de barils. Franchement, c'est de l'art. Il y a 10% des stations qui sont en pénurie, mais il n'y a aucun risque d'approvisionnement, Jules Torres. Et la semaine prochaine, ils viendront nous dire mais à culpa, on s'est trompé, on ne pensait pas qu'il y aurait des pénuries. Bien sûr, c'est Emmanuel Macron qui dit soyez fiers d'être des amateurs à tous ces ministres. Alors Maud Bréjon, elle ne l'était pas à l'époque, mais elle était déjà dans la majorité. Et visiblement, elle applique absolument ce conseil d'Emmanuel Macron. Ce qui est dingue, c'est que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le prix des renoncements qu'on avait eu lors du budget. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu baisser le déficit, on est toujours à 5,1, on a 3500 milliards de dettes et on a décidé d'augmenter encore une fois avec ce budget la dépense publique. Donc il ne faut pas s'étonner de tout cela. Et on va prendre un seul exemple. Pourquoi l'Espagne aujourd'hui peut se permettre d'avoir un 5 milliards d'euros à donner notamment aux particuliers mais aussi à tous les Espagnols? C'est parce que d'abord le poids des taxes en Espagne est beaucoup moins élevé, c'est à peu près 40%, alors ce qui est évidemment déjà beaucoup, hein. Même pour un pays communiste ce serait beaucoup, mais c'est 40%. Nous on est entre 60 et 70. Et puis surtout, ça fait des années que l'Espagne baisse la dépense publique.
dites que le système des retraites en Espagne, c'est 67 ans, qu'il n'y a pas toutes ces agences et toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est un gouvernement socialiste et on est assez dur avec le gouvernement de M. Sanchez, notamment sur ses prises de position diplomatiques et géopolitiques. Mais la réalité, c'est que cette pénurie et ce ras-le-bol des Français, il n'a qu'une conséquence, c'est l'impéritie de l'État. Alors, on est en lien avec le président de 40 millions d'automobilistes, Philippe Noisière. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment vous réagissez donc à la situation actuelle? Est-ce que vous craignez un retour des Gilets jaunes? Et est-ce que vous attendez enfin que le gouvernement annonce la baisse des taxes? Écoutez, on attend effectivement avec impatience qu'il y ait une baisse des taxes. Nous demandons la baisse des taxes depuis le début de ce problème avec les carburants. Mais aujourd'hui, je pense que la pénurie que l'on constate dans les stations-service est liée, à mon avis, essentiellement à un problème de ravitaillement. Pour l'instant, je ne pense pas que nous soyons dans une réelle pénurie de carburant. Mais les automobilistes se précipitent dans les stations-service. On s'aperçoit qu'ils se précipitent même des fois pour remplir 5 litres ou 6 litres de carburant, ce qui fait qu'on se retrouve effectivement avec des stations qui n'ont plus de carburant, et surtout au moment des week-ends. Parce qu'au moment des week-ends, il n'y a pas d'approvisionnement. Parce que les Total, entre autres, parce que il faut quand même se dire que c'est quasiment Total qui approvisionne toutes les stations-service en France. Donc, ils n'approvisionnent pas le week-end, ce qui fait qu'on se retrouve avec des stations qui n'ont plus de carburant. Mais donc, on peut pas dire que la situation aille bien, Philippe Noisière. On a 10% des stations qui n'ont pas de carburant, on a des prix qui explosent, on a des Français qui n'en peuvent plus. Il y a tout pour créer un mouvement social d'envergure, avec en plus les routiers qui ont commencé le mouvement. Ça, de toute façon, on en parle depuis le début. On a dit on va vers une opération Gilets jaunes, mais Gilets jaunes puissance 10. Parce que non seulement, effectivement, on a ce problème de... Alors, je vais vous laisser vous mettre à l'endroit. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ouais, mais je vous laisse vous remettre à l'endroit, si j'ose dire. Éric Tegner, est-ce qu'on s'achemine vers un retour des Gilets jaunes? En tout cas, je pense qu'il y a une colère. Ça, c'est sûr, il y a une colère. Vous posiez la question de savoir si vos habitants en parlent. Aujourd'hui, vous le voyez, Gauthier aussi, tous les Français en parlent. Tout le monde est inquiet, c'est-à-dire qu'on commence le début de l'année quand même, c'est-à-dire on est au mois de mars, c'est déjà difficile et on se retrouve avec ce type d'augmentation chaque mois. Moi je pense qu'en revanche, il n'y aura pas de grande mobilisation. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, c'est mené par les agriculteurs et les agriculteurs en ce moment, ils commencent à labourer, ils commencent à planter, c'est quelque chose qui est important. Ils ne peuvent pas comme ça poser un mois et se mobiliser et ça le gouvernement il le sait et donc ils agissent avec une forme de cynisme. Et les Français, ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont se mobiliser, de toute façon, il y a une répression qui est mise en place et ils ont un seul espoir, c'est l'élection présidentielle. Et regardez ce graphique, cet écran, Éric Tegner, quand on nous dit, Maud Bréjon, ne vous inquiétez pas. Fin février, une soixantaine de stations en rupture de stock. Lundi, 30 mars, 800. Mardi, 31 mars, plus de 1000. Donc, vous voyez à quel rythme ça va. À quel rythme ça va, Hélène Rouet. Et donc, moi, je serai le gouvernement, je serai très prudent. Et vous voyez, 10% des quelques 9864 stations répertoriées en France ne pouvaient plus fournir de gazole lundi 30 mars à 18h. Parce qu'elle nous a déjà fait un mea culpa, Maud Bréjon, sur la flambée des prix. Il ne faudrait pas nous refaire un mea culpa sur la pénurie. En fait, les erreurs de communication à répétition comme ça, c'est ça qui peut vraiment allumer la mèche. Au bout d'un moment, si on dit tout et son contraire tous les 2 jours, et par ailleurs, on se rend compte de la réalité, ce qui est en train de se passer, et les Français aussi. Alors, j'ai malheureusement pas le pouvoir d'Éric Tegner, j'ai pas encore de boule de cristal pour voir ce qu'ils vont annoncer. En revanche, on peut aussi dire que le gouvernement, que ce soit, alors on parle énormément beaucoup du pétrole, bien sûr, mais sur le gaz aussi, on paye le prix de nos renoncements. Et ça, c'est pas des renoncements qui datent du dernier budget, ce sont des renoncements qui datent il y a des années et des années. Par exemple, les raffineries aujourd'hui, on est incapable d'augmenter la cadence de nos raffineries, incapable. Sans parler du fait que, petit chiffre pour vous, en 1975, la France, elle compte 24 raffineries. On en a 7 aujourd'hui. Donc évidemment, on a, si vous voulez, on a tellement tapé sur ces filières-là qu'aujourd'hui, on est incapable de les exploiter. Et je trouve aussi le grand impensé dans ce débat, c'est le gaz. Il faut savoir que dans le mix énergétique de la France, le gaz représente à peu près 15%. Je vous l'accorde, c'est pas la grande majorité. Mine de rien, il y a quand même des gens qui se chauffent au gaz. On en a besoin du gaz. Eh bien, aujourd'hui, le gaz, on a nos stocks qui sont environ à 30%. Et il faut savoir, vous savez à combien on s'approvisionne à l'étranger en gaz? 99%. Et une des raisons pour ça, c'est-à-dire que nous, donc, on produit à peu près dans nos réserves de gaz naturel 1% de ce qu'on consomme. Donc on est évidemment
extrêmement dépendants de la guerre des prix aujourd'hui qui va se passer au Moyen-Orient en termes de gaz. Et c'est un vrai problème pour la suite. Et pourquoi ? Parce qu'en 2013 notamment, avec des choix énergétiques, avec des choix justement écologiques, on a fermé l'unique gisement de gaz naturel qu'on avait dans une ville qui s'appelle Lac. Donc, et on a refusé le gaz de schiste. Hein. Et alors, on a refusé le gaz de schiste. Très intéressant le gaz de schiste. Depuis alors 2011. que les seuls Français en sont pleins. Hein. Ah bah, mais ils s'en sont tellement pleins. Vous savez, si on exploitait le gaz de schiste qu'on a en France, on en aurait pour 77 ans de consommation nationale. Mais on va en acheter des tonnes à Donald Trump parce que Ursula von der Leyen s'est couchée et l'a promis. C'est ça qui est absolument donc l'écologie, ça va chez nous, mais par contre, quand c'est aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Alors Philippe Noisière, vous êtes revenu à l'endroit parmi nous, président de 40 millions d'automobilistes. Vous nous disiez, mouvement Gilets jaunes x10, c'est ce que vous craignez réellement, que le mouvement des Gilets jaunes revienne avec une autre forme potentiellement, et on l'a vu avec les routiers qui ont commencé. Écoutez, ça sera effectivement, si ça continue comme ça, un mouvement à Gilets jaunes puissance 10. Pour quelle raison ? Je pense parce que aujourd'hui, M. Lecornu fait une grave erreur en ciblant les aides au niveau des carburants. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même une quantité impressionnante d'automobilistes, de gens, notamment dans les zones rurales, dans nos campagnes, qui ont besoin de leur véhicule tous les jours pour aller travailler. Bien sûr. Et comment voulez-vous aujourd'hui que quelqu'un qui, malheureusement, est payé avec un SMIC ou à 1 400 € par mois, peut arriver à payer son carburant ? Aujourd'hui, il va travailler pour payer le carburant pour aller travailler. C'est absolument incompréhensible de ne pas vouloir prendre en compte tous ces gens-là. Alors, d'autant plus que, d'après ce que nous avons entendu ce matin, l'État reconnaît lui-même avoir un gain supplémentaire avec la vente des carburants. Je pense qu'il a tout à fait les moyens de faire une aide, mais une aide à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des automobilistes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, effectivement, on va vers du gilet jaune puissance 10. Merci les gilets jaunes, c'était une augmentation du carburant de quelques centimes. Ah oui, non, mais ça a changé d'1 euro quasiment au litre entre le moment du départ des gilets jaunes et la réalité d'aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a le terreau pour un tel mouvement social comme celui des gilets jaunes ? Merci beaucoup, Philippe Noisière. On le disait, Philippe Noisière le disait, Éric Tegner, les prix augmentent, donc les taxes. Évidemment, le gouvernement touche plus avec les taxes qui sont un pourcentage sur le prix. Donc il y a un côté profiteur de guerre du gouvernement en plus. Et c'est très fort ce qu'il disait. Au bout d'un moment, les Français vont travailler pour payer leur carburant. Quand vous allez faire vos courses, maintenant vous faites vos courses à perte. Parce qu'il y a ce que vous achetez, mais il y a l'argent que vous dépensez dans le carburant. Donc on avait des témoignages sur Europe 1 où maintenant on s'organise entre voisins pour faire du covoiturage pour aller faire ses courses. Oui, mais l'infirmière à domicile, elle ne peut pas faire du covoiturage. C'est-à-dire que dans plein de territoires ruraux, le métier d'infirmière déjà qui est un métier compliqué, qui n'est pas très bien payé, eh bien sur toute la question de l'aide à domicile, notamment pour les personnes âgées, c'est une véritable inquiétude. Il y a des rendez-vous pas urgents qui sont annulés. C'est un énorme problème qu'on a dans le pays aujourd'hui, des personnes âgées qui doivent être nourries parce qu'on leur apporte de la nourriture avec des aides soignantes, etc., qui vont faire le tour. Tout ça, ça a un coût qui est induit, qui est immense. On a l'impression que le gouvernement, en effet, ne le voit pas. Et qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il traite d'irresponsables et de démagos depuis plusieurs semaines tous ceux qui ont la moindre idée. Alors que vous l'avez dit, Gauthier, c'est-à-dire qu'il y a déjà un surplus. Il pourrait déjà partir du principe que le surplus, eh bien, il soit rendu aux Français. Dans un instant, Maud Bréjon va s'exprimer. La réunion vient de se terminer du côté de Matignon. Donc, on va suivre avec impatience, évidemment, les annonces de la porte-parole du gouvernement et on va voir si effectivement il y a un coup de pouce qui est donné aux Français. Mais Jules Torres, c'est toujours pareil, c'est pas la politique du chèque qui nous intéresse. C'est pas de prendre de l'argent des Français dans une poche et de leur rendre dans l'autre. C'est pas de toujours plus dépenser. C'est justement arrêter de dépenser et arrêter de taxer. Oui, non, mais le gouvernement veut éviter un nouveau quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte qui a coûté des milliards d'euros pour le Covid. Ça, tout le monde est plutôt d'accord. Et c'est vrai que ce quoi qu'il en coûte, il a duré beaucoup trop longtemps. Et d'ailleurs, dans les oppositions, personne n'avait
avait réclamé la fin de ce quoi qu'il en coûte à l'époque. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se permettre un nouveau quoi qu'il en coûte. Et donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix politiques, budgétaires extrêmement clairs. C'est ce que n'a pas fait le gouvernement lors du dernier budget. C'est peut-être ce qu'il fera, je ne le pense pas, lors du prochain budget. Mais c'est-à-dire que quand vous avez autant de fonctionnaires en France, quand vous avez un système des retraites qui chaque année vous coûte 450 milliards d'euros, que vous avez un système social qui vous coûte là aussi des milliards d'euros, que vous avez une République des copains où vous avez 777 agences qui vous permettent de recaser les petits copains. Alors bon, ça fait des millions. On vous dit que ça coûte rien. On fusionne en effet France Stratégie avec le commissariat au plan. On vous dit que ça coûte rien, que c'est que des millions par-ci par-là, mais des millions plus des millions à la fin, ça fait beaucoup d'argent. Donc évidemment que les mesures du gouvernement, ils ne le prennent pas parce qu'ils veulent éviter de retourner là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont aucune marge de manœuvre sur la question du budget. Ils veulent tenir la règle du déficit à 5,1 d'ici la fin de l'année. Et c'est sûr que s'ils font un chèque aujourd'hui, ils ne respecteront pas la promesse qu'ils ont fait lors du dernier budget. Donc évidemment, ils sont dans une séquence politique qui peut être désastreuse, mais elle peut être encore plus inflammable s'ils continuent comme ça. Camille Brie, on voit au niveau de la communication du gouvernement, dans un premier temps, on dit il est urgent d'attendre. Ensuite, on vient faire un mea culpa à la télévision pour dire on ne pensait pas que les prix allaient exploser de manière aussi importante. Aujourd'hui, on a 10% des stations essence qui n'ont plus de carburant, mais tout va bien, le risque de pénurie n'est toujours pas là. Donc il joue gros le gouvernement avec cette réunion à Matignon et avec cette prise de parole de sa porte-parole. Tout à fait. Je vais me présenter tout d'abord. Moi, je suis la juriste de la Fédération des agents commerciaux de France. Et donc, en fait, les agents commerciaux, ils sont de plein fait touchés justement par cette pénurie de carburant. On est en lien aussi avec le président de l'UNAPL, donc c'est des professions libérales. Et nous, on est particulièrement attentifs justement à cette annonce, parce qu'en fait, ça touche de plein fait surtout nos commerciaux et nos adhérents et nos commerçants, parce qu'ils vivent justement du porte-à-porte, de visiter des clients, de prendre la route tous les jours. Et en fait, ça a un impact tout simplement sur leur chiffre d'affaires. Et ils n'ont pas droit à des chèques, ils n'ont pas droit à des remises. Et en fait, c'est très impactant pour eux. Ils sont très inquiets. Et donc, nous, on est vachement attentifs à ce qui va se dire aujourd'hui. Et je suis désolé, hein, Éric Tegner, on va dire que je fais de la démagogie, mais vous avez vu l'image de l'accord de Matignon. Il y a des voitures. Il y a des chauffeurs. Ah, elles sont pas électriques. Il y a des gens qui savent plusieurs dans un véhicule. Ils savent même pas porter leur parapluie tout seul. Franchement. Non, mais je ne vais pas aller sur le parapluie. Le parapluie, on s'en fiche. Ça n'alimente pas du carburant. Là, je me dis, il y a des voitures. Il y a des voitures. Le parapluie. Il y a des voitures dont le plein est fait avec l'argent du contribuable, où ils ont des chauffeurs. Et de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés directement par la hausse du prix des carburants. Et de l'autre côté, il y a le refus systématique de faire baisser les taxes pour ceux qui en ont besoin. Je suis désolé, cette image, elle est très forte, elle est très puissante, Jules Torres. C'est-à-dire qu'on a les ministres qui partent avec leur voiture, avec chauffeur, avec leur plein qui est fait par l'argent du contribuable. Et de l'autre, on a des Français qui nous regardent, qui sont au SMIC, qui sont en zone rurale et qui n'ont pas les moyens de faire le plein. Ou que, comme le disait le président de 40 millions d'automobilistes, qui travaillent pour faire le plein. Non, mais vous avez raison, c'est pas tant démagogique que ça. C'est-à-dire que c'est la dichotomie qu'a voulu le gouvernement. S'il voulait que ça n'existe pas, vous évitez les caméras à Matignon. Et puis vous ne voyez pas. Il faut savoir quand même que la plupart des ministres, je crois qu'il y en a à peu près 35 ou 36, évidemment qu'ils ont des voitures avec chauffeur. Souvent derrière, ils ont ce qu'on appelle une suiveuse parce que ce sont des personnes qui sont protégées par le service de la protection policière. Donc il y a une deuxième voiture qui vient s'ajouter à cela. Évidemment, on crame beaucoup de carburant quand on est au gouvernement. Le problème, c'est que l'absence de mesures et cette absence de soutien extrêmement clair à tous les Français qui ont besoin aujourd'hui d'une aide, elle se répercute avec cette image-là. Ne bougez pas, la pause et dans un instant, les annonces du gouvernement. Ah, pas de pub. J'ai compris la pub. Pas de pub. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, on va attendre évidemment dans un instant les annonces de Maud Bréjon. Mais je suis désolé, cette image fait sens, Hélène Rouet. D'un côté, un gouvernement qui s'obstine à ne pas vouloir baisser les taxes et qui peut paraître déconnecté de la réalité. Et la séquence en termes de communication est quand même très compliqué pour le gouvernement. Et vraiment, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'était quand même l'observatoire, vous avez vu, qui voulait mettre en place précisément donc de la crise et tout son impact sur les finances publiques. Donc en fait, le gouvernement nous explique, avec toutes les erreurs de communication, à chaque fois, ils reviennent sur ce qu'ils disent. Et en plus, ils sont en train de dire qu'ils veulent créer un énième machin, comme on les appelle, un énième comité Théodule qui va coûter encore des millions aux Français pour replacer encore un dernier copain, pour dire un observatoire de la crise qui va rendre des rapports tous les 6 mois, pour dire voilà, ça, on a géré ça comme ça, c'était bien, c'était pas bien. Donc en fait, ce gouvernement est incapable d'apprendre de ses erreurs, incapable. Et on le voit encore dans cette crise. Le vrai sujet, là, c'est
Vous pointez les véhicules, d'ailleurs, qui sont des véhicules de bonne marque, que dans la police et la gendarmerie, les collègues aimeraient bien avoir, parce que c'est compliqué de remplacer les véhicules accidentés quand Vous comprenez ce que je dis? J'ai aucun problème à ce qu'ils aient un Non, véhicule Mais oui. avec chauffeur et avec le plein, bien sûr. qui soit payé par nous. Gauthier J'ai un Lebret, problème à ce qu'on laisse les soyons Français concrets. dans la grande difficulté. Non, mais c'est la composition du gouvernement. Et très concrètement, pardon d'être chauviniste. Tous les chefs de partis politiques ont une voiture, le carburant est payé par le contribuable. Nous, on a un véhicule qui est payé par nous-mêmes. Pardon de le dire, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais sur le concret. Au ministère de l'Intérieur, vous avez un ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et vous avez 2 ministres délégués, Marie-Pierre Védrenne et Jean-Didier Berger. Est-ce qu'à l'intérieur, on a besoin d'un ministre délégué en plus de l'Intérieur à l'intérieur et une ministre déléguée à l'intérieur en plus à la citoyenneté? Je pense que quand on est à ce niveau-là, c'est qu'on est capable, en un seul ministre, voire avec peut-être un secrétaire d'émission, de gérer. Ça fait 3 voitures, et vous avez raison. Alors, c'est pas le service de la protection policière, mais des personnalités. C'est pas grave, Jules Torres. On en apprend tous les jours, hein. C'est comme ça que. Quel propos? Est-ce que vous avez dit service de la protection policière? C'est SDLP, c'est service de la protection des personnalités. Oui. Moi, je serais pas venu pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de dire qu'il y a des véhicules suiveuses. À chaque ministre, ses dossiers de sécurité, ses véhicules qui suivent. Et puis voilà, je vous ai perdu, c'est ça, Jules Torres, vous n'avez pas compris. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les carburants. Non, mais le vrai sujet, c'est. Bah, m'engueulez pas, Gauthier. Le sujet, c'est les carburants. Mais, ce que je vous dis, c'est que le carburant, c'est aussi feuille du composition du gouvernement. Il y a trop de ministres et trop de ministres délégués. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, M. Lebret? Si vous voulez moins de voitures, il faut moins de ministres. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que un refus obstiné de baisser les taxes quand vous avez des grandes difficultés à faire le plein, quand vous êtes au courant qu'il y a 50 milliards de taxes sur les carburants et que de l'autre côté, vous voyez les ministres qui quittent la cour de Matignon, voiture avec chauffeur, sans difficulté de faire le plein, évidemment, mais Marine Le Pen a dénoncé cette image, elle percutera dans l'opinion. Je vais dans votre sens. Marine Le Pen avait dénoncé la semaine dernière l'État profiteur de crise, tout le monde lui est tombé dessus, je parle dans la majorité, et même dire que c'était pas vrai aujourd'hui, puisque vous parlez de renoncement de communication à Mrouet, c'est qu'aujourd'hui, on a le ministre de l'économie et le ministre du budget, M. Amiel et M. Lescure, qui disent oui, il y a des recettes supplémentaires qui vont être générées par cette augmentation des prix des carburants, et oui, on va peut-être les destiner, on va attendre les mesures à ce que ça allège le pouvoir d'achat des Français. Donc encore une fois, pardon, que Marine Le Pen l'ait dit avant tout le monde. Ça, c'est vrai, c'est factuel, ça peut être vérifié. Ludovic Toro. Oui, vous avez dit des mots très importants, déconnecté de la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait pratiquement maintenant un mois que le Détroit est fermé, d'accord? Détroit Hormuz, oui. Ouais, il est fermé depuis un mois. Nous, citoyens de base, on savait très bien qu'il y aurait moins de pétrole qui arriverait chez nous. On le savait tous. Et là, il y a Maud Bréjon qui arrive, qui nous annonce tout va aller bien, alors qu'on sait que ça ne va pas arriver. Donc, tout simplement, ceux qui nous représentent et qui parlent pour le gouvernement ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on pense, nous, quel que soit notre parti politique. On le savait que ça arriverait. Ça fait un mois que ce Détroit est fermé, on savait qu'il y aurait moins d'essence, et il y a Maud qui, il y a quelques jours, nous dit « Mais non, tout va aller bien, ça va bien se passer ». Pardon, excusez-moi, Maud Bréjon, excusez-moi, parce que je la connais, donc c'est pour ça que je me suis permis, mais je le ferai plus, je vous promets, Gauthier. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une impréparation catastrophique, et on va aboutir à quoi? De toute façon, on va aboutir à rien, je vous le dis aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer cela. Parce que vous le disiez, l'Italie, l'Espagne ont augmenté l'industrie, ont augmenté les exportations, ont diminué tout simplement le chômage. Et nous, on a tout le contraire. On est dans le rouge dans tous les domaines. Et comment chercher de l'argent? Eric Tegner. Moi, je suis d'accord. Alors, à nouveau, vous allez me trouver démago, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'en effet, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a expliqué qu'on était en crise, mais les Français, ils ne voient pas les efforts. Excusez-moi, hein, par exemple, une grande entreprise ou même une petite entreprise, le jour où il y a une crise financière, qu'est-ce qu'ils font? Les budgets de la com, la communication, c'est coupé. Toutes les agences de com, ils savent, les boîtes de com, on coupe. Quand je vous parlais tout à l'heure du parapluie, pardonnez-moi, la reine d'Angleterre, elle portait son parapluie. Je me rappelle de cette image où Anne Hidalgo était à côté, on lui portait son parapluie, la reine d'Angleterre savait le porter. Pourquoi j'utilise cette image? Parce qu'en fait, il n'y a jamais de bonnes économies pour ces gens-là. C'est-à-dire, ils vont toujours vous dire ah oui, mais quand même, c'est pas ça qui va changer. Ah, c'est pas ça qui va changer. Ah, c'est pas ça qui va changer. Et de la même façon, ils pensent la même chose sur les Français. Ils se disent ah, c'est que 20 centimes en plus. C'est ça, l'énorme petite musique en permanence. Et le jour où ils se retrouvent devant une montagne énorme qui, en effet, va leur coûter des milliards, là, ils vous sortent le gros chiffre et ils vous disent quand même on va rien faire, hein. C'est de la démago. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne toujours de cette façon-là. Vous parliez du Haut-Commissariat au Plan. Si jamais le Haut-Commissariat au Plan avait permis de faire un plan, ça aurait eu du sens. Le jour où François Bayrou, qui disait vouloir faire des économies, qui est parti là-dessus, a été nommé Premier ministre et qu'il a dit moi j'ai des économies, j'aimerais en faire, à minima il aurait dû fermer ça plutôt que recaser Clément Beaune. Mais il va vous dire non, c'est pas ça qui change les choses. Il est 12h30, à suivre les annonces du gouvernement, mais pour l'heure, le journal de Margot Siffer. Emmanuel Macron en déplacement au Japon. Nous croyons au droit international et aux valeurs démocratiques, a-t-il déclaré en référence à la guerre en Iran. Il dit prenez un retour au calme et au cessez-le-feu ainsi qu'à la libre circulation dans le détroit d'Ormuz.
Les routiers à nouveau mobilisés ce matin contre la hausse des prix du carburant. Opération escargot en ce moment même à Toulouse avec une centaine de véhicules qui entrent sur le périphérique. Des perturbations sont à prévoir. Et puis allocution attendue ce soir de Donald Trump qui va s'adresser à la nation. Il a auparavant déclaré que la guerre sera finie d'ici 2 ou 3 semaines et cela peu importe qu'un accord soit ou non conclu. Le détroit d'Ormuz n'est plus son problème, a-t-il ajouté. Merci beaucoup Margot, merci beaucoup. Et donc on va vous retrouver chez Pierre de Villeneuve à 13h. Et d'ici là, nous on va suivre les annonces donc, du gouvernement en matière des carburants, puisque évidemment on attend les annonces du gouvernement. Et la question numéro 1, c'est vont-ils renoncer à toujours plus taxer les Français et vont-ils accepter de faire un peu baisser la pression en matière de taxes? Je rappelle, c'est 50 milliards à l'heure où on se parle, Éric Tegner. Oui, sous Nicolas Sarkozy, je crois que c'était 30 milliards. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a été capable d'ajouter 20 ou 25 milliards de taxes. Et là, on est incapable de nous dire qu'on peut redistribuer 10 milliards. C'est quand même ça qui est assez surprenant. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais écouter le conseil d'Hélène Rouet qui me dit tout à l'heure qu'il ne faut pas regarder dans la boule de cristal. En effet, peut-être faire confiance dans le gouvernement. Moi, je pense en règle générale qu'en effet, ils ne baisseront jamais une taxe. Parce qu'ils ne le font jamais. Et vous savez, en règle générale, moi, je me rappelle même de Bruno Le Maire qui disait non, jamais de hausse d'impôts. Mais ils étaient quand même capables de vous créer des augmentations de taxes. C'est-à-dire que c'est ça l'énorme problème. C'est un problème de mentalité qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils attendent que la crise soit suffisamment grande pour jouer l'histoire de la cohésion nationale, l'histoire du on doit tous se rassembler, on est tous dans la panade, etc. Et c'est ça l'énorme problème avec ce gouvernement. Non, mais et puis il y a aussi un vrai sujet, c'est que la baisse des taxes aujourd'hui, ça coûterait extrêmement cher. Je sais que par exemple la proposition du Rassemblement national de baisser la TVA et non pas la TICPE, qui elle, en effet, la TVA est proportionnelle par rapport au carburant que vous consommez. Donc évidemment, avec cette TVA, le gouvernement empoche plus mécaniquement quand il y a une période de crise. Mais ça coûterait 12 milliards de baisser la TVA de 20% à 5,5%. Donc évidemment, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre. Et même l'Espagne, qui a fait un gros paquet d'aide pour tous ses concitoyens, est à 5 milliards. Donc je pense que là, en effet, les mesures du gouvernement ne concerneront pas la baisse des taxes parce qu'ils ne veulent pas, ils l'ont dit dès le départ, que ça coûterait beaucoup trop cher. Et ils disaient que c'était même populiste et démagogique. En revanche, peut-être qu'il y aura un certain nombre d'annonces, de mesures peut-être plus ciblées, moins ciblées que la semaine dernière, notamment avec ce chèque énergie, mais qui, encore une fois, n'est pas assez. 150 € par ménage pour 4 millions de personnes, c'est pas assez. Maud Bréjon s'avance au pupitre pour faire le point presse. En lieu et place du compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi pour faire un point suite à la réunion que nous avons tenue, tous les ministres du gouvernement, autour du Premier ministre Sébastien Lecornu. Un moment de partage et d'échange sur les grands enjeux de l'actualité, le budget d'abord et l'ensemble des enjeux budgétaires, financiers. Et mon collègue ministre des Comptes publics, David Amiel, y reviendra juste après moi. Un point évidemment sur ce qui se passe à l'international, au Moyen-Orient, où Alice Ruffo a pu revenir longuement suite à son déplacement au Liban. Et évidemment un point sur les impacts pour nos concitoyens, pour les secteurs économiques, des impacts énergétiques et de l'évolution des prix du carburant. J'y reviendrai évidemment après. Ce que je vous propose, c'est de prendre les sujets dans l'ordre, de commencer en laissant la parole à David Amiel pour qu'il fasse un point sur les enjeux budgétaires, tant sur l'exercice en cours que l'exercice à venir, sur là encore les impacts de ce que l'on vit sur la situation internationale, sur le budget de notre pays. Et puis je ferai ensuite un point dans la droite ligne sur les enjeux énergétiques. Bonjour à tous. Effectivement, la réunion qui a eu lieu autour du Premier ministre a permis de faire un point d'étape. Alors, donc, ça va commencer sur les questions internationales. Dès qu'il s'agira des questions de gouvernement, je demande évidemment à toutes nos équipes de bien écouter le gouvernement. Il y a David Amiel qui prend la parole, donc ministre des Comptes publics. Et dès qu'il y a des annonces concrètes sur les carburants, on y retournera, Éric Tegner, parce que la question, c'est que va faire le gouvernement donc. Oui, ils vont peut-être essayer de trouver quelques mesures. Il y en a besoin de toute façon. D'un point de vue de communication, il faut essayer de rassurer. Après, il ne faut pas jouer le jeu aussi de la division, c'est-à-dire de commencer à donner à certains et ne pas donner aux autres. C'est-à-dire qu'il faut voir toutes les catégories professionnelles. Moi, en revanche, ce qui m'inquiète, c'est qu'on pense souvent à certaines catégories
Mais on ne pense pas, en effet, vous parliez tout à l'heure des agents commerciaux, à toutes ces professions libérales qui sont leurs propres entrepreneurs. Et ça, c'est un immense problème. Et ce que je ne voudrais pas aussi, c'est qu'in fine, ça soit les entreprises qui payent. Parce que, pardonnez-moi, dans un certain nombre d'entreprises, les salariés en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir leur patron et ils lui disent, écoute, là, ça devient quand même difficile. Et parce que le patron, il ne veut pas qu'il reste chez lui en télétravail, il va faire quoi? Il va lui promettre des primes. C'est-à-dire qu'in fine, c'est toujours la même chose. Ce sont les entrepreneurs et ce sont les chefs d'entreprise qu'on diabolise en permanence, à qui on dit qu'ils ne payent pas assez d'impôts, etc., qui vont finir par compenser ce que l'argent aujourd'hui est incapable de faire, ce que l'État, pardonnez-moi, est incapable de faire. Donc Maud Bréjon va s'exprimer dans une seconde, on y retournera et on attend évidemment des annonces, Jules Torres, parce que si le gouvernement... C'est-à-dire qu'on dit les Français vont attendre la prochaine présidentielle pour sortir dans la rue. Mais si le gouvernement ne fait rien, ils n'ont pas le temps d'attendre un an, en fait, les Français à la pompe. Hein. Vous avez raison, parce que tous les ingrédients d'une bombe sociale, ils sont là et ils sont devant nous. Il y a quelques raisons de croire que les Français, pour l'instant, en ont ras-le-bol. D'abord parce qu'ils ont quasiment tourné la page du macronisme. Et c'est vrai que quand on sort dans la rue, c'est en effet pour avoir une revendication, mais c'est surtout pour se plaindre d'un pouvoir en place. Emmanuel Macron, il est quasiment déjà plus là. Ça fait belle lurette qu'il n'a pas parlé d'un sujet national. Il laisse son gouvernement le faire. J'ajoute à cela que la hausse aujourd'hui du prix de l'essence et des carburants n'est pas forcément la cause numéro 1 du gouvernement, c'est-à-dire que c'est à cause de la guerre, on l'a bien compris, contrairement aux Gilets jaunes où c'était l'augmentation des taxes et où c'était les 80 km/h. Mais une fois qu'on a posé ce cadre-là, c'est vrai qu'on peut penser que les Français pourraient sortir, parce qu'on sait très bien que les premiers touchés aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, ce sont les pêcheurs, ce sont toutes les personnes qui travaillent, qui bossent dans ce pays, qui payent beaucoup d'impôts, ce sont les fameux actifs, et on sait très bien que la colère sociale, elle peut commencer avec ces actifs-là. Donc évidemment, et c'est pour cela que le gouvernement a fait cette réunion, c'est pour cela qu'ils vont essayer de dramatiser le plus possible et possiblement avec un certain nombre de mesures. On le verra dans les prochaines minutes. Mais bien sûr que, en tout cas, s'ils n'ont pas compris que les Français étaient énervés, qu'ils étaient en colère et qu'ils étaient prêts à sortir dans la rue pour se plaindre et pour demander et pour avoir des revendications, eh bien, ils n'ont rien compris. On va évidemment y revenir dès qu'il y aura les annonces de Maud Bréjon et dès qu'elle prendra la parole. Vous suivrez tout ça en direct sur CNews, c'est promis. Mais nous allons parler de la Marseillaise, puisque figurez-vous que la Marseillaise, qui est généralement entonnée après un conseil municipal d'installation, ne l'a pas été par des élus de la France Insoumise à Villiers-sur-Marne et à Hénin-Beaumont. Ou plutôt à Villiers-sur-Marne, on nous a dit, si finalement j'ai chanté la Marseillaise, j'ai juste loupé les 3/4 de la chanson, mais parce que je pensais à mon intervention, lors du conseil municipal d'installation, la Marseillaise a été lancée de manière inhabituelle et imprévue, juste avant les interventions de l'opposition. Donc le monsieur il est en train de relire évidemment ses fiches, Adèle Amara. Je me suis levé, simplement pas immédiatement, car j'étais consacré à finaliser ma prise de parole, que le maire a refusé de me donner en bon républicain. Alors voyez la séquence, parce que visiblement il a quand même mis du temps à se lever, le monsieur. Alors, donc, vous l'avez vu, hein, il ne se lève pas pendant un bon moment de la Marseillaise, donc il devait penser visiblement à son intervention future. Et c'est curieux, parce que figurez-vous, c'est passé exactement la même chose à Hénin-Beaumont. Comme par hasard. Là aussi, ils devaient penser à leur intervention, visiblement. Surtout que là, ils ont été plusieurs à ne pas vouloir se lever. Ville-et-Rennes, et même chose, l'opposition, la France Insoumise. Voyez la séquence.
Donc visiblement, il y a quand même un problème avec la Marseillaise dans plusieurs villes avec l'opposition de gauche. Non, mais c'est-à-dire que les maires aussi, ils ont une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire qu'il aurait fallu changer, parce que la Nouvelle-France, l'hymne national, ce sera peut-être l'international, parce que ces gens-là, à la fin des meetings, ils n'ont aucun problème à mettre le point levé et chanter l'international. Vous savez, aujourd'hui, une gauche qui en effet refuse de se lever, alors que pourtant, et c'est ce qu'on dit depuis quelques jours, c'est-à-dire que la Nouvelle-France, elle veut l'effacement de tout ce qui a existé avant. La Marseillaise, le drapeau tricolore, ça provient quand même de la Révolution française. Et Jean-Luc Mélenchon, je croyais, était un fervent révolutionnaire, un disciple de Robespierre et de Marat. Eh bien non, ses amis, et lui également, ont décidé qu'il fallait tout changer, qu'il fallait supprimer notre langue, c'est pour ça qu'il veut la créolisation, et qu'il fallait supprimer une partie de notre culture et une partie de nos symboles. Alors les symboles religieux chrétiens, ça évidemment, il faut effacer les 1500 ans d'histoire chrétienne depuis le baptême de Clovis, mais il faut surtout changer notre drapeau, changer la Marseillaise, changer tout ce qui peut nous identifier à l'ancienne France, puisqu'on veut faire une nouvelle France. Alors, j'ai envie de mettre ça en miroir avec le drapeau européen qui a été enlevé des mairies du Rassemblement national, mais vous entendre déjà sur ces images, Mathieu Vallet, à Hénin-Beaumont, dans d'autres villes, l'opposition à gauche qui refuse de se lever, donc à Villiers-sur-Marne également, pour la Marseillaise. Et puis après, ils nous sortent des excuses bidons, mais enfin, il y a plusieurs villes où ça s'est passé. Oui, des fois ils nous font un mix, mais au conseil municipal de Lille, les élus chantent la Marseillaise en levant le poing en l'air et en entonnant derrière l'international, donc comme ça il n'y a pas de... Ils ont fait l'international. À la fin du conseil municipal, quand c'est terminé, ils ont entonné l'international dans les villes. Je pourrais diffuser d'ailleurs les images, effectivement, mais il n'y a aucun étonnement de voir la France insoumise à ne pas respecter l'hymne national, enfin pour certains... Maud Bréjon parle des prix, on y va. Des scénarios où le conflit dure, des scénarios où la crise énergétique s'intensifie, et mieux vaut donc être préparé, quand bien même on aspire évidemment tous à ce que cela n'arrive pas, mais notre responsabilité c'est de nous y préparer. Les réponses, elles tiennent, je dirais, en trois axes. D'abord, il y a les réponses d'urgence. Et les réponses d'urgence qu'on a commencé à déployer, je vais y revenir. Les réponses d'urgence, il y a deuxièmement l'électrification, avec la présentation du plan d'électrification qui sera mis en avant la semaine prochaine. Et troisièmement, il y a une réflexion autour de la sobriété, avec l'État en première ligne qui doit donner l'exemple. Les réponses, si je reprends, les réponses d'urgence, vous les connaissez, on les a déclinées secteur par secteur. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par pêcheurs, agriculteurs, transporteurs ? Parce que c'était les secteurs pour qui le coût du gasoil était devenu trop important pour que le modèle économique soit encore soutenable. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, dans un premier temps, d'avancer dans ce sens-là. Ça n'épuise pas le sujet des professions et des Français qui travaillent en roulant beaucoup. On entend les difficultés que peuvent avoir les métiers du soin, je pense aux infirmières, je pense aux aides à domicile. On ne s'interdit pas et on ne ferme pas la porte à d'éventuels soutiens dans les jours à venir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on adaptera les dispositifs, tant en termes de durée qu'en termes d'ampleur, fonction, cela va de soi, de l'évolution de la situation et de l'évolution des prix de l'énergie. Et évidemment, précisément, majoritairement du carburant. Mais on pourra y revenir, si vous voulez, dans vos questions. L'électrification, ensuite, parce que, certes, il y a des réponses d'urgence, des réponses de court terme, mais on serait coupable de ne pas préparer les réponses de long terme. Puisque, quand bien même personne n'a de boule de cristal, on peut dire, à mon avis, sans se tromper, qu'on vivra d'autres crises de ce type-là. Quand on est dépendant à 60% d'énergie fossile importée, on paie le coût de nos dépendances. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on l'a vu avec la guerre d'invasion russe en Ukraine en 2022-2023. Il y aura malheureusement d'autres moments de ce type-là. Et donc, on doit continuer à déployer des politiques publiques. C'est ce qu'a fait le Premier ministre quand il a annoncé la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ce que nous allons faire avec ce plan d'électrification qui, pardonnez-moi, n'avait pas été prévu hier. Il a été annoncé il y a plusieurs semaines déjà. Il y a des groupes de travail qui sont en train de cheminer et nous présenterons les résultats la semaine prochaine pour permettre à la France petit à petit de sortir de cette dépendance. Et au fond, quand on parle de transition énergétique, quand on parle de décarbonation, c'est pas des concepts abstraits. Quand on est
pieds et poings liés à des puissances étrangères qui nous fournissent l'énergie que l'on consomme et qui, de facto, en fixent le prix, nous rendant complètement dépendants des choix qu'elles font. Et ça vaut pour le Moyen-Orient, ça valait évidemment hier pour le gaz russe, ça vaut pour le GNL américain, ça vaut pour le gaz algérien. On est dans une situation d'immense vulnérabilité. Et ça prendra du temps, parce que ça prend du temps de sortir de cette dépendance-là. Et c'est en même temps impérativement nécessaire. Je me permets, je le rappelais à mes collègues tout à l'heure, je me permets de rappeler qu'il y a 1 mois et demi, lorsque le Premier ministre a eu le courage d'annoncer cette 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, 2 motions de censure ont été déposées au Parlement. Par le Rassemblement national d'une part et par la France insoumise d'autre part. Ceux qui aujourd'hui nous demandent de subventionner massivement et dans des proportions complètement irresponsables les énergies fossiles importées à grands coûts de baisse de taxes sont ceux qui ont tenté de faire chuter le gouvernement il y a 10 semaines de ça, alors même qu'on voulait avancer sur la décarbonation, sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur tout ce qui permet de maîtriser les factures d'électricité et de gaz des Français. Voilà. Et donc, je me permets, parce que je crois qu'il faut avoir un petit peu de mémoire. Et pardon, je termine. Le 3e levier, la 3e direction, c'est la sobriété. La sobriété, pourquoi ? Parce que là encore, on ne sait pas de quoi sera fait ce conflit dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème d'approvisionnement. Et j'ai eu l'occasion de le redire chez certains de vos confrères ce matin. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. L'État doit être en première ligne. L'État doit donner l'exemple. Et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes. Et avant de passer à la partie questions-réponses, peut-être terminer en disant que Sébastien Lecornu a insisté sur le fait que c'était au fond une question qui dépassait très largement les domaines uniques, si je puis dire, du ministre de l'Action et des Comptes Publics et du mien, ministre de l'Énergie, mais qui était vraiment entièrement transverse, qui concernait l'ensemble des politiques publiques sur lesquelles chacun devait s'investir, chacun pouvait apporter des réponses, et donc il y a vraiment une demande de coordination gouvernementale et d'implication gouvernementale très forte de la part des uns et des autres. Voilà, je vous propose qu'on passe à une partie des questions-réponses. Bon, alors il avait raison, il l'a déjà dit. Elle a parlé de boule de cristal en plus, notre Bréjon. À chaque fois qu'on espère, finalement non. Aucune annonce de baisse des taxes, de potentielles mesures ciblées en fonction de comment ça se passe dans les premiers. Et la transition écologique, en revanche. Et alors ce mot sobriété, répété à plusieurs reprises, les gens qui vont nous regarder vont être fous. Ils mangent vous avez des problèmes de carburant, de prix de carburant. Réponse, sobriété, quoi. Restez chez vous. Ouais. Restez chez vous. Et mangez moins de poissons, parce que sinon le pêcheur, il va devoir travailler un peu plus. Et forcément, ça va consommer. Parce que c'est ça, quand elle dit la sobriété, moins de poissons, moins de viande. Et son histoire d'électrification. Pardonnez-moi, moi j'attends de voir le 27 tonnes électriques. Parce qu'aujourd'hui, les 27 tonnes électriques pour les camionneurs, je vais vous dire, ça tient 200 km d'autonomie. Et il faut s'arrêter pendant 2 heures pour les recharger. Donc quand vous, faites quand vous êtes en train de traverser l'Europe, c'est quand même un énorme problème. Ils sont déconnectés. Et dès qu'on donne des mesures globales, ils nous disent oui, mais on a besoin de choses immédiates, c'est de la démagogie, etc. Mais nous recaler à chaque fois de la transition écologique pour essayer de s'en sortir et acquérir quelques voix, moi ça me Qu'est-ce qui restera de ce point presse? On parlait des conséquences en matière de communication du gouvernement. On avait commencé à il est urgent d'attendre. Ensuite, le mea culpa de Maud Bréjon. On ne pensait pas que les prix monteraient si fort et si vite. Il n'y aura pas de pénurie. Il y a 10% des stations qui n'ont plus d'essence. Ne vous inquiétez pas, on va les réapprovisionner. Puis vous voyez le nombre de stations qui augmente jour après jour, qui n'ont plus de carburant. Et là, le mot qu'on nous sort, Jules Torres, c'est le mot sobriété. Non mais... Il restera une chose du point presse de Maud Bréjon, pas une annonce, rien du tout, le mot sobriété. Vous avez des problèmes pour faire le plein, ça vous coûte trop cher.
soyez sobre, Non, mais sur- restez chez vous, Voilà. ne sortez pas, n'allez pas faire vos courses. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Non, mais en plus, sobriété, c'est intéressant parce que c'est le premier mot qu'avait utilisé Sébastien Lecornu lors de sa passation de mais pouvoir, c'est souvenez-vous, insupportable. avec François Bayrou. Et c'est vrai que ça dénote quand même avec les images qu'on avait vues et que vous avez d'ailleurs Sobriété. souligné, cher Gauthier Lebret, quand vous avez vu ces Français qui, vivent de plein fouet et qui payent de manière extrêmement vertigineuse ces carburants, et de l'autre côté, les voitures du gouvernement avec parfois une ou deux voitures pour chaque ministre. Donc ça fait quasiment 80 voitures pour un seul gouvernement. Ils sont Donc, sobres. donc c'est vrai que la sobriété n'est pas le bon mot, mais qu'est-ce qu'on retiendra de ce point presse si il rentre dans l'histoire? Ce sera pour le fait qu'on fait des points presse pour ne rien rentrera dire. pas dans l'histoire. Non, mais il rentrera dans l'histoire comme le point presse où on peut passer 15 minutes à parler sans pouvoir ne rien dire. Ludovic Toro, oui. Désolé, avec un grand respect pour Maud Bréjon, je sors mon pipeau. Aïe. Non, mais je sors parce que je l'ai rarement sorti depuis 2 mois et je suis obligé de le sortir. Excusez-moi. Faut jouer maintenant. Et vous Ah, jouez oui, ou pas? mais je sais pas. Je vais vous faire un petit. Carton rouge aussi. Ok, Ah, ouais. je le fais, j'ai joué. Mais écoutez-moi bien, si c'est pas du foutage de gueule pour tous les gens aujourd'hui qui payent une somme folle pour remplir le truc, mais sobriété, c'est-à-dire, allez, soyez-nous, allez, on n'est pas assez dur, faut être encore plus dur. Et qu'est-ce que nous parle d'électricité? On va faire un plan. C'est-à-dire qu'il va arriver peut-être dans 10 ans, alors que c'est eux qui ont fermé les centrales nucléaires, notre dépendance. Elle nous explique qu'on n'a pas de pétrole en France. On ne savait pas. On est tellement idiots qu'on ne savait pas qu'il n'y avait pas de pétrole en France et qu'il fallait avoir des oléoducs. Mais quelque part, c'est bien vous qui avez eu cette décision de fermer les centrales électriques. D'accord? On va les rouvrir maintenant. Mais dans combien de temps? En attendant, comment on fait dans les 10 années pour mettre du pétrole? Voilà, c'est tout. C'est un scandale. Non, mais Ils sont décroissantistes, pardonnez-moi, j'ai l'impression d'entendre une socialo-communiste. Parce que de nous parler de la sobriété, ben, c'est cet argumentaire écolo aujourd'hui porté par l'extrême Nous gauche, sommes coupables. disant qu'il faut aller vers la Nous décroissance sommes coupables. cellulaire. C'est nous les coupables. On doit être sobre parce que eux, ils sont super sobres. Mathieu Vallet, votre réaction? Est-ce que vous êtes un homme... Est-ce que vous allez faire preuve de sobriété dans les jours qui viennent? Je vais regarder le prix des OE, j'en sais rien, parce qu'il faut tout électrifier. Mais plus sérieusement, Jules Torres disait les économies, 6 milliards à 8 milliards pour les énergies intermittentes, photovoltaïques, énergie, etc. Et ensuite, 6 milliards pour la contribution de la France à l'Union européenne. Ça fait 12 milliards. Donc là, j'attendais pas, mais en tout cas, il y a des mesures concrètes qui peuvent être appliquées. Et comme d'habitude, ils vont attendre qu'ils soient au pied du mur et qu'il y ait une crise qui soit à nouveau exacerbée pour faire visiblement de peu d'annonces. Mais là, c'était un oral d'énarque. Elle enrobait ses phrases. Je remercie la rédaction de CNews et les équipes et Anne Lorrain pour le résumé de ces annonces. C'est Parce qu'il y avait 0 annonce. Donc c'est là où on est bon. Hein. Moi, je C'est retiens qu'on dans- arrive à trouver des annonces là où il n'y en a pas. Moi, je retiens dans le premier volet quand même d'urgence, il est toujours urgent d'attendre. Enfin, je dirais, elle a gardé exactement la même position qu'au tout début, c'est-à-dire on attend de voir encore comment les choses vont évoluer. Elle a redit exactement la même chose. Donc, oui. Et en plus, elle dit, alors ça, première phrase, mieux vaut être préparé, c'est notre responsabilité. Ça, c'est très très fort. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution. Elle vient de l'avouer. Il y en a Nous des ne pouvons rien solutions. faire. Oui, mais elle et eux qui gouvernent, ils n'ont pas de Ils solution. ont fait quoi viennent pendant de leur le dire. conseil des ministres? Ça a duré 2 heures, Ouais, on les sans a pris en téléphone. retard. Non mais moi c'est la grande question. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil, c'est une énième réunion à Matignon. Vous aviez raison, vous avez bien vu dans votre boule de cristal. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Oui, On va Non, mais sortir. J'avais le mot bibeau, t'as mettre la boule de cristal. Je viens de recevoir le message d'un agriculteur qui nous regarde et qui a suivi Maud Brejon et qui était en première ligne, alors, vous savez, du mouvement des agriculteurs. Il nous le dit, nous n'avons pas les fesses sorties des ronces avec des bons à rien comme ça. Il faut remplir les congèles et investir dans des chevaux et des charrettes. À bientôt. Oui, voilà, répétez. Il a résumé, hein. Et on lui répond à cet agriculteur, sobriété, soyez un peu plus Soyez sobre, Anthony. Donc en plus, c'est-à-dire qu'à la déconnexion, ils ont rajouté ce matin le mépris. C'est formidable. La suite du débrief avec Pierre de Villeneuve sur les non-annonces du gouvernement. Et nous, on se retrouve ce soir pour l'heure inter de 100% politique à 21h et pour 100% politique à 22. Très belle soirée, très belle journée sur CNews et à ce soir.